Merci à vous tous d'être là. Merci pour l'intérêt que vous portez à l'hypnose régressive ésotérique. Ne m'envoyez pas, j'ai fait des petites fiches. C'est juste pour ne pas être décousu et partir dans tous les sens. Alors avant de commencer, qu'est-ce qui, parmi vous, a des notions en énergétique? En ésotérisme, énergétique, ésotérisme. Ok, oui, la main. Même si elles sont toutes petites, c'est pas grave. Ok, voilà. Et qui parmi vous a déjà eu une expérience en hypnose de façon consciente? Ok. Et qui sait qu'il est régulièrement en état d'hypnose de façon quotidienne? Bien. Ok. Donc, on va essayer de partir avec les mêmes notions au départ. Donc, je vais commencer avec les petites questions. Dans un premier temps, je vais aborder l'état d'hypnose, ce que c'est qu'en règle générale, l'état d'hypnose. Et puis, dans un second temps, je vais aborder ce que l'hypnose régressive ésotérique, de façon plus particulière. Alors, l'état d'hypnose, c'est un état, pour moi, très naturel. C'est un état que je vais plutôt appeler état de transe, parce que il s'agit de créer un pont entre deux parties, entre notre partie consciente et notre partie subconsciente. Je vais l'appeler subconsciente, je vais faire des petits schémas après. Et cet état de transe, c'est un état que l'on a de façon quotidienne à partir du moment où on va faire un focus, en fait, qu'il soit interne ou externe. Quand on va fixer notre attention sur un point, on va rentrer dans cet état dit de transe. Le mot transe, il peut parfois faire peur. Hein. Dans la croyance populaire, le mot transe est un petit peu inquiétant parfois. Mais c'est juste vraiment, il faut le voir comme un pont. Quand on parle de transformation, de transport, c'est juste vraiment amener quelque chose d'un point à un autre ou d'un état à un autre état. C'est vraiment un pont. On va parler de fréquences, d'ondes cérébrales, également, quand on est en état de veille, on va émettre certaines ondes. Quand on est en état de sommeil, on va en émettre d'autres. Et quand on est en état de transe, j'aime pas trop le mot hypnose parce que, bon, en fait, le mot hypnose n'est qu'un mot. Il faut le voir déjà juste comme un mot. Derrière le mot, il y a un état. Certains parlent d'état modifié de la conscience. Là non plus, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord. Donc, moi, je vais parler sur cet état de transe, qui est un état naturel que l'on va exploiter dans les techniques d'hypnose. Quelle que soit l'approche qu'on va avoir de l'hypnose, quelle que soit la technique qu'on va utiliser, on va exploiter un état naturel. Et donc, c'est là que je vais faire des petits dessins. Je vais commencer par notre cerveau. Bon, il n'est pas tout à fait rond celui-là, mais c'est pas très grave. Avec donc cet hémisphère gauche, cet hémisphère droit. Et c'est là que vous allez intervenir. Je vais également faire un truc comme ça. Et c'est là que je vais vous demander d'intervenir avec moi pour me donner ce que je vais noter, tout ce que vous avez, vous, en rapport à ces deux hémisphères-là. Ce que vous en savez. D'accord? Je vais commencer, moi, cerveau analytique, côté hémisphère analytique et intuitif. J'écris pas trop mal, c'est juste pour la mémoire que je fais. Vous voulez enchaîner? Me donner ce qui... La créativité, bien droit. Allez, créativité. On va essayer de tout noter. Hein. Tout ça, communication. Je sais de quel côté. Ah, tout ça. Quel côté? Le gauche. Le gauche. Non, le droit. Alors, communication, c'est... on va le mettre au milieu pour le moment. Alors. Communication. Et la réflexion, ça peut être avec l'analytique. Réflexion. La réflexion. La logique. Oui. Côté organisationnel. Organisationnel. Organisation.
Et du coup, le 3, ça serait peut-être plus spontanéité. Je mets tous vos mots à vous. Je vais rajouter là. Après, tu vas. Tu vas, c'est pas ça. Moi, je vais rajouter ici mémoire à court terme. Et donc mémoire à long terme. Les droits, les émotions. C'est ça. Donc émotionnel. On a parlé d'organisation tout à l'heure. Je vais rajouter la séquence, le fait que ce cerveau-là, cet hémisphère-là, séquence les choses et crée le temps. D'accord? J'ai marqué la séquence. Tandis que de ce côté, il n'y a aucune notion de temps. Je vais marquer aucun temps. Qu'est-ce que j'ai fait? Aucun temps. Je vais rajouter d'autres choses. Moi, je regarde si j'avais. On avait dit l'intuitivité. Oui, intuitif. Alors, on peut constater que celui-là, c'est celui qui est lié à nos sens physiques aussi, qui capte tout ce qui va être de l'extérieur, en fait. On va marquer sens physique, les 5 sens, quoi, sens physique. Alors que celui-là, il sera plus concentré sur les sens internes, le ressenti. Et, quoi d'autre? Donc, je vais noter ici partie consciente, hein, conscient, partie consciente plutôt. Et ici c'est beaucoup plus large, parce qu'ici on va trouver, dans mon approche à moi, de mon point de vue à moi, on va retrouver ici ce que j'appelle moi le supraconscient. Le subconscient, désolé, j'ai pu écrire, subconscient, et l'inconscient. Alors l'inconscient, je vais plutôt le mettre par là, parce que je le considère plus comme un genre de segmentation de la partie consciente. Il est un peu... D'ailleurs, c'est lui aussi que je vais appeler le facteur critique, d'ailleurs, qu'on va aborder. Parce qu'entre ces deux-là, il y a justement ce que je vais appeler le facteur critique et qu'on va voir là. À côté de ce dessin, je vais en faire un autre qui est celui très connu de l'iceberg avec notre partie consciente ici et tout le reste en bas. Donc, inconscient, subconscient et supraconscient. Donc, tout le monde connaît ce dessin, ça parle à tout le monde, la partie qui est cachée, qui gouverne celle qui est. Et notre problème, très souvent, c'est qu'il n'y a pas la communication entre les deux parties, entre nos deux hémisphères. Cette communication ne se fait pas de façon voulue, en tout cas. Parce qu'on reçoit beaucoup de messages de cette partie-là, comme les intuitions, justement, ou l'émotion qu'on n'écoute pas. Donc, on reçoit vraiment beaucoup de parties. Cette partie tente sans cesse de communiquer avec cette partie, mais nous sommes tellement concentrés sur celle-là que nous ne comptons plus celle-là. La transe, donc je vais revenir à la transe, c'est le pont, c'est la porte qui permet aux deux de pouvoir communiquer. La transe, elle s'obtient de façon très naturelle par le focus, comme je vous l'ai dit. Et donc, quand je vous disais que vous êtes régulièrement en état d'hypnose dans la journée presque quotidienne, c'est à chaque fois que vous allez lire un livre, que vous allez regarder un film, que vous allez pratiquer une activité avec un mouvement qui est toujours le même, par exemple, dans la répétition, vous allez pouvoir créer un focus. Ou un exemple très simple et qui est très souvent donné aussi, quand vous êtes sur la route, quand vous conduisez, que vous êtes sur la route, vous pouvez ne pas voir la route qui passe, vous pouvez aller ailleurs. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait? Quand on apprend, celui-là c'est la partie avec laquelle on apprend, c'est la partie qui analyse, qui organise. Quand on apprend à conduire, par exemple, on va utiliser cette partie.
parties-là du cerveau, telle main, tel pied, pour coordonner. Et ensuite, tout ce qu'on aura ancré va passer dans la mémoire à long terme. Donc à un moment donné, ça sera mécanique. Ça sera ce qu'on appelle des patterns, des schémas répétitifs, des choses qu'on fait de façon spontanée parce que c'est enregistré, c'est mécanisé, automatisé. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc on crée le pont. On crée le passage grâce à l'état de transe, qui est simplement le fait de rentrer à l'intérieur de nous, ou également par un focus externe. On peut, en regardant quelque chose, entrer en transe. Il y a des transes, donc il y a deux sortes de transes, les transes spontanées, dans lesquelles on va rentrer naturellement, par une activité quelconque qu'on fait, ou même simplement par le fait d'aller dans un souvenir. Quand je vous dis, souviens-toi la semaine dernière, qu'est-ce que tu vas faire? Vous allez faire un focus interne pour aller chercher, et même il y a une catalepsie des yeux qui se fait, les yeux se figent, on va chercher et ensuite on revient. C'est une mini-transe très légère, très courte, mais il s'agit d'un état de transe. Cet état de transe, quand on s'y trouve, le temps n'est plus le même. Quand on dit qu'on est dans la lune, c'est l'état typique de transe. On est parti, on ne sait pas où, on ne sait pas combien de temps, mais on n'était plus là. Et ça arrive même au cours d'une conversation entre potes. On peut être là en train de parler, et puis finalement on a fixé quelque chose et on est parti ailleurs. Mais qu'est-ce que tu me disais déjà? Je n'ai pas tout suivi de ce que tu viens de me dire. Donc on est en état de transe très très facilement. Le fait de pouvoir se mettre en état de transe, c'est le fait de contourner ce fameux facteur critique. Le facteur critique, pour l'imager, vous pouvez le voir comme un sas d'administration avec un gars à l'intérieur qui va filtrer l'information que vous allez recevoir. L'information que vous allez recevoir, si elle est déjà contenue dans votre mémoriel, eh bien elle va passer, vous allez la valider. C'est bon, ça vous parle, ok, ça rentre. Par contre, si cette information est une information complètement nouvelle, votre facteur critique soit va la rejeter complètement. Là, tu ne me parles pas du tout. Les références que tu me donnes, ça ne me parle pas. Soit votre facteur critique va dire bon, je ne sais pas trop, il faut que je vérifie, peut-être qu'il y a déjà quelque chose, il faut que j'aille voir. Et c'est là qu'on va poser des questions, qu'on va interagir avec l'autre, mais pourquoi, ou voilà. C'est le facteur critique qui fait qu'on va se poser des questions, on va chercher la critique justement dans ce qui nous est dit, pour ne pas recevoir. A priori, les enfants, jusqu'à 5, 6, 7 ans, n'ont pas ce facteur critique. Ils sont comme perpétuellement en transe, et tout ce qui va leur être suggéré va être comme vrai, va être pris. C'est pourquoi les premiers âges sont si importants, les connexions, les synapses qui vont se créer sont si profonds, parce que ce facteur critique n'existe pas. Et comment on contourne le facteur critique? Eh bien ça, c'est là qu'entrent les techniques d'induction, d'hypnose. Il existe toutes sortes de façons de contourner ce facteur critique. Donc vous le faites naturellement en focus interne. La méditation, quand on demande de se concentrer sur soi, c'est pour se mettre en état de transe. La prière, c'est pour se mettre en état de transe. Voilà, il y a toutes sortes de façons que vous utilisez vous-même pour vous mettre en état de transe. Et quand il s'agit d'une transe induite, eh bien, on va chercher à contourner ce facteur critique. Et c'est ce que font très souvent les médias, par l'hypnose conversationnelle ou par la saturation. C'est-à-dire que quand notre sas d'information, notre facteur critique, il est plein, eh bien l'information va pouvoir contourner ce facteur critique et aller se loger directement. Quand vous regardez les médias, vous voyez bien à quel point ils vous rabâchent la même information en permanence. Une fois ça passe pas, 2 fois ça passe pas, 3 fois ça passe. D'accord? La PNL, qui est la programmation neurolinguistique, utilise cette technique-là à merveille. C'est vraiment de la reprogrammation, de l'encodage. Est-ce que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire? Tu voulais poser une question? Je voulais savoir, est-ce que quand on est en la contemplation ou en tant que est-ce qu'on est en état de transe? Oui, bien sûr. Tu focalises. Ouais. Erickson, qui est un des pères de l'hypnose thérapeutique,
définit l'hypnose comme le fait de focaliser son attention sur un point qui soit externe ou interne, ce qui nous sort, ce qui nous fait oublier le monde extérieur. Donc quand tu es en contemplation, tu contemples, tu focalises ton attention quelque part et tu oublies ce qui se passe ailleurs. Donc ça c'est pour la transe. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'état de transe? J'y vais un peu vite du coup pour pouvoir aborder le sujet. Pas de questions par rapport à l'état de transe. Là c'est génial. Alors je regarde si j'ai... En fait, quand on est en état de transe, est-ce qu'on est conscient de notre état? Alors, c'est-à-dire que on n'est pas conscient d'être en transe. Même des grands, j'ai envie de vous dire que même des grands hypnothérapeutes parfois ne savent pas reconnaître quand eux-mêmes sont en transe. Mais la transe arrive très très rapidement. Par contre, elle va être de courte durée. Il y a toutes sortes de transes. Des transes créatives, quand vous êtes en pleine créativité, vous êtes en transe. Des transes dites négatives aussi. Quand vous ruminez vos pensées à longueur de temps, vous êtes en transe, vous êtes hypnotisé par vos propres pensées ou par vos propres émotions. Vous êtes en transe négative. La transe positive, ça existe aussi, c'est quand vous mettez dans des pensées positives à longueur de journée et que, voilà. Donc, on est conscient. Qu'est-ce que vous entendez même par conscient d'ailleurs? En fait, quand vous hypnotisez quelqu'un, est-ce que la personne est consciente qu'elle est hypnotisée, qu'elle n'est plus là, quoi, qu'elle est ailleurs? Voilà. Elle est consciente qu'elle est ailleurs. Donc, maintenant, on ne peut pas parler que de l'approche de l'hypnose régressive ésotérique. Parce qu'il existe plusieurs approches de l'hypnose. Il y a l'hypnose de rue, l'hypnose de spectacle. Et bon, effectivement, la personne est endormie. Parce qu'à ce moment-là, on a cassé un pattern. En hypnose de spectacle, de rue, il casse un pattern. Et quand on casse un pattern, le cerveau est très paresseux en fait. Et quand on casse un pattern, il cherche ce qu'il doit faire. Ça veut dire quoi déjà un pattern? Un pattern, c'est un schéma répétitif. C'est quelque chose en boucle, un cycle. D'accord. Tu vois ça comme un cycle. Un exemple de pattern très simple, c'est que quand je tends la main, eh ben, je m'attends, mon cerveau s'attend à ce que l'autre en face tende la main. Ça, c'est un schéma. Le schéma de je tends la main, on tend la main, c'est un schéma qui est bien ancré en nous tous. Quand je tends la main et qu'on ne me tend pas la main en retour, il se passe quelque chose dans ma tête. Ça commence à se poser des questions au cerveau. Et à ce moment-là, il est très simple de lui suggérer d'ordre. Et le cerveau étant très paresseux, il va prendre la première suggestion qu'on va lui donner. C'est pour ça qu'en hypnose de spectacle, les gens s'endorment. Mais en réalité, on pourrait dire relaxe-toi, détends-toi. C'est pareil en fait. Ils ne sont pas vraiment endormis, parce que s'ils étaient vraiment endormis, ils ne pourraient plus entendre les suggestions qu'on leur donne. Donc ça ne servira à rien en fait, quelqu'un d'endormi, de réellement endormi. Ils sont juste dans un état où on leur a suggéré de dormir. Mais ils sont toujours... Disons que toute la partie là, est bien en état de veille. Même si la partie... Dans l'hypnose de spectacle, c'est la partie consciente qui va effectivement s'endormir. Et comme je vous disais, il y a plusieurs approches. Et il y a essentiellement deux grands courants dans l'hypnose. Il y a l'hypnose qui va être utilisée comme une restriction de notre champ de conscience pour pouvoir avoir accès aux automatismes qui sont ancrés principalement là, dans l'inconscient. Et donc ça, c'est l'hypnose ericksonienne. Et puis il y a l'hypnose qui va être utilisée comme une amplification de notre champ de conscience. Et ça, c'est l'hypnose dite humaniste. Ce sont les deux grands courants. Après, il y en a encore plus que ça, mais le deuxième courant, il va être... Alors, le premier courant, du coup, il va servir à aller analyser tout ce qui est là. Et le deuxième courant, il va servir à aller se retrouver dans cette zone-là. C'est vraiment deux approches différentes. De mon point de vue, le premier courant va être plutôt un traitement des symptômes, qui ensuite pourront, étant donné que la cause souvent n'est pas traitée dans cette approche, le symptôme va pouvoir se manifester ailleurs ou différemment. Dans les autres approches, il va s'agir effectivement d'aller plus en profondeur, d'avoir une vue plus globale. Premier, du coup, à gauche, ericksonienne, à droite, humaniste. Oui, les deux grands courants. Et les médecins, ils se servent plutôt de l'ericksonienne. Dans l'hypnose médicale, on a besoin que le conscient soit vraiment au calme.
Vraiment, vraiment. Donc les approches vont être différentes en fonction de nos besoins. On va choisir telle ou telle approche, telle ou telle thérapie, en fonction vraiment de nos besoins. Du coup, alors, moi je vais rajouter des choses que je n'ai pas. Donc partie consciente, partie inconsciente. Donc pour moi c'est celle qui nous bloque dans un sens comme dans l'autre. Dans l'autre, c'est elle qui empêche souvent la communication entre les deux. La partie subconsciente et la partie supraconsciente, que moi, dans ma sémantique à moi, je nomme donc partie consciente ou partie qui est liée à la partie physique, donc on le verra tout à l'heure quand je vais aborder l'énergétique. La partie subconsciente qui est liée au corps émotionnel, essentiellement, aux mémoires émotionnelles, aux mémoires transgénérationnelles, et la partie supraconsciente, que moi j'appelle la partie subliminale, qui est elle notre partie la plus haute en dimension, étant donné que nous sommes les êtres multidimensionnels. C'est celle qui va se trouver sur la dimension la plus haute. Est-ce que je peux tourner cette feuille-là? Oui. Non. Non, encore un petit peu. On a arrêté de faire rapport, c'est ça. Je regarde si je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Alors, pendant l'état de transe, est-ce que vous saurez me dire, vous, par rapport à ce que je vous ai dit, essayez de vous souvenir, rentrez en transe, essayez de vous souvenir à comment vous vous sentez quand vous êtes en état de transe. Quelles sont vos perceptions? Plus la même perception du temps. Ouais, le temps. Ça, c'est clair. Comme le cerveau droit séquence le temps, il crée le temps sur le temps. En fait, le temps est très relatif, on le sait. Une minute pour toi peut sembler 10 minutes pour moi. Donc, ça va être en fonction de la valeur que nous-mêmes nous allons donner à un cycle. Parce que le temps, c'est juste une boucle. Donc, c'est la valeur que nous allons lui donner. Donc, ça peut être 1 minute, 10 minutes, 1 heure. Donc, le temps, effectivement, notre hémisphère gauche, lui, il va séquencer, donner cette notion de temps, alors que notre partie droite ne va pas le faire. Donc, quand on est en transe, effectivement, on n'a plus cette notion de temps. Je dirais aussi que le bruit, on entendra comme un bruit sourd, pas. La perception du son ne sera pas la même. Moi, pour moi, c'est comme le petit moment, presque quand on est en train de s'endormir. Ces petits moments où on est là, mais on n'est pas là. Dans cet état-là. On est là, mais on n'est pas là. Précisément. Là, c'est une transe qui est plus profonde que les transes que l'on va vivre dans la journée. Qui sont des transes d'ailleurs, vous l'avez remarqué, où nous sommes avec les yeux ouverts. On ne dort pas. À aucun moment, on dort. Quand on regarde un film, on parle bien d'être hypnotisé par un film. Eh bien, on ne dort pas du tout. Au contraire, on vit le film. On est capable de ressentir les émotions de l'acteur alors qu'on sait que c'est un film dans une boîte. Donc vraiment, c'est que ça en fait, la transe amplifie le ressenti. Le rend possible déjà et l'amplifie. Dans le sens où cet hémisphère gauche, là, il a une vue très, très étroite. Déjà, il a une perception qui correspond au sens physique. Et quand on sait que dans un souvenir, quand on sait déjà qu'on n'a pas tous les mêmes sens qui sont développés, donc par exemple, dans un même souvenir, dans une même scène, moi je vais pouvoir me souvenir des choses visuelles, quand d'autres vont se souvenir plus de ce qui a été dit. Donc on ne va pas se souvenir de la même chose, on ne va pas mémoriser la même chose dans notre mémoire à court terme. Par contre, notre hémisphère droit, lui, il a une vue d'ensemble, une vue globale. Vraiment, il capte tout d'un coup, mais dans l'ensemble. Et du coup, le fait d'être en transe nous permet d'avoir accès à un ensemble, en fait, à des données, à des informations qu'on n'aurait potentiellement pas pu avoir en état normal, en état de veille, en état conscient. En état conscient. C'est-à-dire dans l'état où on est vraiment avec notre partie gauche du cerveau, dans l'analyse et tout ça. Et qu'est-ce que... je voulais rajouter quelque chose. Les ressentis ne vont pas être les mêmes pour tout le monde.
De la même manière on n'a pas les mêmes sens physiques développés, nos sens internes, nos ressentis ne sont pas les mêmes pour tout le monde en état de transe. Certaines personnes vont visualiser des choses, vont se retrouver à voir des choses, d'autres personnes vont entendre seulement des mots, des réponses comme ça qui arrivent. D'autres encore vont ressentir, avoir la sensation, juste que c'est ça, sans visualiser, sans rien, mais juste avoir une sensation que c'est ça. Pour ajouter, par rapport aux états de transe, c'est quand vous êtes en état de transe dans la journée que vous avez une intuition. C'est l'état de transe qui permet ça, c'est le contact dans les deux hémisphères. Sauf qu'on ne les écoute pas, nos intuitions, on n'écoute pas cette partie de nous. C'est également dans ces moments-là que vous pouvez avoir des prises de conscience, des choses qui sont petites, très claires. D'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, c'est très clair, très rapide. C'est dans des états de transe que ça arrive. Donc vous êtes en train de faire votre vaisselle et ting, prise de conscience. C'est parce que vous avez focalisé sur votre vaisselle, vous avez fait un geste répétitif qui est un pattern, un schéma. Et donc vous avez pu entrer en communication avec cette partie-là de vous. On a laissé notre esprit s'évader. Voilà, comme c'est bien dit. C'est exact. Mais dans le langage courant, on utilise toutes sortes de termes pour exprimer ça en fait. Le fait qu'on parte ailleurs, qu'on soit dans la lune, qu'on laisse notre esprit s'évader ou vagabonder, on revient, on ne sait pas combien de temps on est parti. Voilà, c'est une question de temps. Donc l'hypnose régressive ésotérique. On va aborder le sujet. Qu'est-ce qui vous attire dans l'hypnose régressive ésotérique? Donc ça serait un peu long pour vous de me le dire chacun votre tour. L'hypnose, alors vous pouvez considérer ça comme un voyage extraordinaire, du coup, puisqu'on va aller voir tout ce qui se passe sur ce plan-là, avec une perception nouvelle, puisqu'on a des ressentis différents à ce moment-là. Je vais vous faire un petit dessin, ça va m'aider à... Je vous ai fait ce petit dessin comme ça. Donc on reprend notre cerveau et on va continuer avec notre corps émotionnel et puis notre... Est-ce que ça vous parle si je vous dis qu'on a 3 principaux centres d'énergie dans le corps? Ça parle à tout le monde, ça? J'aimerais bien juste je vais les détailler. On a plus que ça. Si on regarde du côté énergétique, vraiment, ceux qui ont entendu parler des chakras, on en a partout en fait, des centres énergétiques dans le corps. Mais on en a vraiment 3 principaux. On a le centre d'énergie, pour moi, physique, vitale, sexuelle, énergie sexuelle. Je vais l'appeler la partie physique. C'est le centre d'énergie qui est relié à notre partie physique, à notre centre vital, et qui est très souvent relié à notre hémisphère gauche. Les sens physiques, reliés à la perception directe des sens physiques. Nous avons le corps émotionnel. Donc physiquement, ça va être nos organes reproducteurs, notre plexus solaire et notre cerveau. Le corps émotionnel et le corps mental. D'accord? Corps mental. Corps mental dans lequel on va retrouver ces 2 parties que moi je nomme. Encore une fois, ce ne sont que mes mots à moi et il y a toutes sortes de façons de les définir. Partie subliminale, et celui-là en général, beaucoup de gens l'appellent comme ça, l'ego. Énormément de gens l'appellent l'ego. Cette partie subliminale, comme on l'a vu, elle est reliée à nos émotions, à notre corps émotionnel. Donc, tous nos corps sont intimement liés. Quand on parle du corps, de l'âme et de l'esprit, c'est parce que tous nos corps sont intimement liés. Quand il y en a un qui ne va pas bien, il interagit sur l'autre. Comme des poupées russes. Vous pouvez les voir comme des poupées russes emboîtées les unes dans les autres. D'accord? Moi, je vais vous faire un autre schéma. Je vais vous faire imaginer notre corps comme un bâtiment. Comme un bâtiment à plusieurs étages, on va dire
3 étages pour le coup. Donc, premier étage, deuxième étage, troisième étage. Et nous avons tendance à rester avec notre vision du premier étage, sans écouter ce que notre vision du troisième étage nous envoie comme information. Vous voyez ? Quand on reçoit une intuition, par exemple, je vais sortir, là, je vais prendre telle route pour aller à tel endroit, et que mon intuition, pour X raison, me dit non, on ne va pas par là, eh ben peut-être que je devrais l'écouter. Parce que si on part du principe qu'on est multidimensionnel, comme dans un bâtiment, à plusieurs étages, avec plusieurs vues différentes, et ben celui qui se trouve à cet étage, il peut voir l'embouteillage qu'il y a sur le chemin que vous avez décidé de prendre ce jour-là. Donc il peut vous donner l'idée de changer de route. Mais on ne va pas écouter, on va y aller. Et puis on va toujours rester là. On ne va pas écouter non plus notre corps émotionnel. Quand nous avons des émotions qui nous parlent, bien souvent, on les met de côté, on les ignore, on les renie. On ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas. Non, je ne suis pas en colère. Non, je ne suis pas triste. Donc on n'écoute ni celui-là, ni celui-là, en fait. Et il est intéressant de les écouter. Du coup, l'hypnose régressive ésotérique va nous donner accès à toute l'information contenue, en fait, dans ça. Oui. Est-ce que ça vous parle, ça? Pour certains. Non? La fille? Hein? C'est la fille? Ça peut représenter l'infini, c'est comme un 8, effectivement, le 8, c'est souvent ça. L'énergie. L'énergie. Ça représente le tort. Ça, c'est ce qu'on appelle le tort en énergétique ou en ésotérisme, qui est ce que les sciences, certaines sciences, je vais parler des sciences astrophysiques, appellent la respiration de l'univers. C'est ce qui sort, ce qui rentre. C'est le mouvement externe, interne. C'est vraiment le mouvement qu'on a quand on respire. On rentre, on sort. Okay. L'information, elle arrive toujours et elle va traverser notre corps mental. On va avoir une intuition qui va résonner tout de suite dans tous nos filtres, qui va résonner avec nos filtres émotionnels, bien souvent, et puis on va réagir. On va tout de suite réagir en fonction de les filtres que l'information va traverser. Et on va la retransmettre. Et tout ce qui est là constitue ce qu'on appelle notre sphère énergétique, notre champ d'information, en fait. On peut le voir à l'extérieur, on peut aussi le voir à l'intérieur. Puisque si on part des cellules, toutes nos cellules, une seule de nos cellules contient toute notre information. Un scientifique a besoin que d'une seule partie de vous, d'un cheveu ou d'un ongle, quoi que ce soit, tout petit, pour récupérer un brin d'ADN pour reconstituer un second vous. Donc toute l'information est contenue dans un seul, même pas une cellule, dans un brin d'ADN. Donc même quand on va au plus petit, toute votre information est constituée là. Bon, on peut le voir aussi comme ça, comme un champ énergétique. Alors, quand on pense à l'hypnose régressive ésotérique, on pense tout de suite aux vies antérieures, forcément, ou à l'entre-deux-vie. Effectivement, on va pouvoir aller au-delà, dans des espaces-temps très différents de ceux qu'on connaît dans notre vie terrestre actuelle. Après, j'ai envie de dire qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est pareil en fait. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on y croit déjà qu'on va pouvoir faire une régression en vie antérieure, et c'est pas parce qu'on n'y croit pas qu'on va pas pouvoir se retrouver à aller en vie antérieure. Ensuite, en fonction des croyances, ça va être une réalité ou pas. Pour ceux pour qui c'est une réalité, pourquoi pas? Après, j'ai envie de dire que rien n'est prouvé par personne. On a bien des témoignages et des expériences de gens qui reviennent, qui témoignent d'avoir eu d'autres vies. Mais personnellement, j'en sais rien. Et si je dis que c'est vrai ou c'est pas vrai, mes croyances personnelles rentrent en jeu. Or, c'est pas le but. Et c'est pas le but non plus d'une... Par rapport à ce que vous dites. L'épreuve scientifique d'une vie après. Écrit par un médecin sur notre public avait
répertorier toutes les personnes. Oui, et il y en a beaucoup. Hein. Même Le du docteur Covid. Newton est un des principaux hypnothérapeutes à avoir commencé à étudier l'entre-deux-vie. C'est un hasard d'ailleurs qu'il soit arrivé là. Mais effectivement, il y a beaucoup de témoignages. Après, moi, je ne dis pas c'est vrai ou c'est pas vrai. Je dis que peu importe qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Parce que le principal, en fait, d'ailleurs, le but d'une session d'hypnose régressive n'est pas de faire croire à une vie antérieure ou que la personne y croit quand elle en ressent. Le but va être d'aller chercher des informations qu'on va traiter pour pouvoir résoudre un problème actuel. Cette information, elle peut être réelle ou pas. Tout ça, c'est très, très aléatoire en fonction de chaque personne. En fonction des ancrages qu'on va avoir, quelque chose va être réel ou pas. Mais on ne peut pas dire en même temps c'est pas réel, d'accord? Parce qu'une personne, allons dans l'ésotérisme, une personne qui me dit oui, je vois des fantômes. Une personne qui me dit je vois des fantômes ou des êtres, je ne peux pas lui dire c'est pas vrai. Parce que dans sa perception à elle, c'est réel. Ce qu'elle a vu est vrai. Et même en étant sans être sous hypnose, on vit tous des hallucinations. On peut voir une chose et ne pas la voir de la même manière. On peut entendre un téléphone qui sonne alors qu'aucun téléphone n'a sonné. On peut chercher nos lunettes qui sont sur notre tête alors qu'elles sont bien là sur notre tête. Donc, on peut avoir des genres d'hallucinations aussi, ou nos clés qui sont là devant nous et qu'on ne voit pas. Tout ça, ça s'appelle hallucination. Hein. Donc, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, quelque part, peu importe. C'est pas ça qui est important. Ça va être le processus, le cheminement, le fait de traiter, la façon de traiter l'information plutôt qui va être intéressante à voir. Les vies antérieures, elles servent. Par exemple, une personne qui fait une régression dans l'enfance, comme très souvent une récession, et qui a un traumatisme tellement violent que ce traumatisme est tellement violent qu'il ne permet pas le traitement de l'information, la prise de conscience qui va permettre de s'en libérer, malgré X thérapies. Voilà. On a toujours ce trauma qui est là, qui nous pose problème. Et bien, en fait, il va être plus facile, pour notre partie consciente du coup, il va être plus facile d'avoir des informations qui semblent venir d'une vie antérieure. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir un genre de recul. Oui. Je vais te donner un exemple d'une session que j'ai fait hier. La personne est allée en régression donc, et elle s'est retrouvée effectivement dans une vie antérieure par rapport à la problématique. Elle a traité l'information. Et puis, cette information, en fait, c'était que l'information qui ressortait, c'était qu'un enfant était mort. Donc, effectivement, l'information est très symbolique. Elle est très symbolique, mais elle permet à la partie consciente, à notre partie consciente de se détacher, de l'avoir comme dissociée, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et ça permet, du coup, du fait que ce soit dissocié, ça permet de pouvoir traiter l'information. Parce que sinon, le traumatisme est tellement grand qu'on n'arrive pas à traiter l'information. Donc après, que ce soit vrai ou pas, encore une fois, moi, si tu me demandes mes croyances personnelles, je te les donnerai tout à l'heure, entre parenthèses. Ça, c'est encore autre chose. Mais là, du coup, dans une session d'hypnose régressive, c'est vraiment aller chercher une information potentielle. Parce que les souvenirs, on me demande souvent si on peut aller chercher un souvenir qu'on aurait oublié ou enlever même un souvenir qu'on a envie d'enlever. C'est pas vraiment... Je ne vais pas dire que c'est pas possible, mais il faut vraiment mettre entre parenthèses le souvenir, parce que les souvenirs peuvent être induits. Effectivement, il peut s'agir d'un souvenir qui nous est propre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a vécu un traumatisme qui a été tellement violent qu'on a fait une dissociation et qu'on a mis le souvenir vraiment très loin. Et on n'en parle plus. On l'occulte, on l'oublie. Ça peut être vraiment un souvenir réel, mais ça peut être un souvenir induit aussi. Parce qu'il faut comprendre que toutes les informations qui vont ressortir d'un état d'hypnose vont être notre champ mémoriel, vont être de la mémoire, si tu préfères. La mémoire, c'est tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a vu, tout ce qui nous a été suggéré, et tout est suggestion autour de nous. Donc, non seulement elle contient ça, mais elle contient toutes nos émotions passées, associées à des événements,
Elles vont contenir aussi les mémoires de nos générations passées, de nos parents, de nos arrière-parents, donc toutes nos mémoires transgénérationnelles. Et elle va contenir finalement toute la mémoire de l'humanité. Tu vois? Donc, comment traiter l'information en la prenant pour soi, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Le but d'ailleurs est de pouvoir se libérer plutôt des mémoires et des émotions liées aux mémoires et des traumas. Enfin, le traumatisme, du coup, si on parle essentiellement sur un plan énergétique et en matière d'hypnose régressive ésotérique, effectivement, on va pouvoir avoir accès à tous nos corps, du coup, à toutes ces dimensions-là, et on va pouvoir percevoir les choses d'une façon énergétique. En fonction de nos capacités, on va visualiser, ou on va entendre, ou on va juste avoir des sensations que. Et du coup, on va pouvoir faire un nettoyage dans tout ce qui est thérapie, kinesthésie, ou même les acupuncteurs. On va partir juste des acupuncteurs. Les acupuncteurs, ils mettent leurs aiguilles sur des points qu'on appelle des chakras, qui sont des centres énergétiques. Les chakras, on en a 7 principaux le long de la colonne vertébrale, qui est notre axe principal, mais on en a vraiment partout dans le corps, les doigts, les oreilles. On en a partout et c'est comme, vous voyez, musculairement, quand on fait du sport ou quand on se fait un nœud, on a un nœud physique, on sent que c'est douloureux, c'est contracté. Et bien énergétiquement, quand on a un blocage, quand on a une émotion qu'on n'a pas digérée, eh bien, on crée des nœuds. On crée des petits nœuds comme ça, voilà, des petits points qui sont des nœuds énergétiques. Et l'acupuncteur, avec ses aiguilles, va défaire ces nœuds. Donc, c'est le même travail qu'on va faire en hypnose régressive ésotérique. On va défaire des nœuds. On va aller chercher les nœuds. On va les ressentir dans notre corps. On va les comprendre et les défaire. Pour moi, c'est quasiment le même style d'approche que tous ces travails avec le corps. Je n'ai pas les noms des thérapies en tête, hein, mais tous ces gens la généalogie, ou des choses comme ça, qui touchent votre corps et puis qui vous disent, voilà, il y a ça, ça. Ou même les médiums, hein. Enfin, c'est très très large. C'est très 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 large. Le médium, il va rentrer en transe. Il va rentrer en transe et il va se connecter quelque part à votre champ d'information. Parce que nous sommes tous faits comme ça et nous sommes tous en circuit fermé, donc sur nous-mêmes, comme ça, mais nous sommes tous aussi en circuit ouvert. Et du coup, on a cette interaction avec tout ce qui nous entoure. On rentre en syntonie avec les gens, on approche, souvent quand on apprend les thérapies, on apprend que quand on reçoit la personne, il faut se syntoniser avec la personne. Il faut être comme la personne, il faut devenir la personne pour pouvoir la comprendre. Et on rentre en syntonie. Et pour rentrer en syntonie, c'est très très simple, il s'agit de faire comme la personne. Donc, on va adapter les mêmes postures, les mêmes gestes. Et à partir de ce moment-là, il y a une connexion qui se crée en fait. Après, c'est encore plus large que ça. Parce que bon, si vous allez faire un tour du côté de la science quantique, il nous explique qu'on est tous en connexion grâce à des trous noirs, des réseaux en fait, des réseaux internes. De la même manière que notre cerveau, il a des connexions avec différentes parties de lui-même, eh bien nous, en réseau, nous sommes tous interconnectés aussi en réseau. Et donc, le médium peut se connecter à une personne et avoir accès au champ informationnel de la personne. Voilà. Je ne sais pas si j'ai vraiment dit tout ce que je voulais, ou si j'ai zappé encore des choses. En hypnose régressive ésotérique, on va allier cette partie-là avec cette partie-là. Et cette partie-là qui va essentiellement pouvoir nous apporter du coup des informations sur des blocages. Donc, parce que du coup, pourquoi est-ce qu'on peut
avoir envie de faire une session d'hypnose ésotérique, et bien, pour soulager, pour comprendre les raisons d'un mal-être, de blocage dans la vie actuelle. Et ça peut être, on va raccourcir en disant d'ordre physique, d'ordre psychologique ou d'ordre psychique. Donc ça englobe vraiment tous les domaines. Donc quand je parle d'ordre physique, on me demande si l'hypnose ésotérique soigne, et c'est pas du tout le terme que j'emploierais, c'est un terme très médical. Je dirais que l'hypnose régressive va permettre de soulager. C'est-à-dire que nous avons souvent des problèmes physiques dus à des blocages internes, des blocages d'énergie, du coup, qui déséquilibrent notre intérieur. Et ça va se manifester sur un plan physique. Donc à partir du moment où on libère la zone bloquée, sur un plan physique, ça se rééquilibre aussi. Mais ça, c'est pas instantané, c'est pas du tac au tac. Et ça va dépendre aussi de tout un chacun. Parce que dans tout ce concept, l'imagination a une grande place. L'imagination, dans ce concept, mais je dirais pas que dans ce concept. Charles Baudelaire disait l'imagination a créé le monde, donc elle le gouverne. Et à côté de ça, Einstein disait l'imagination vaut plus que le savoir, est plus puissante que le savoir. Et moi, ce que je vous dirais, c'est que souvenez-vous, pour ceux qui ont des enfants, ou même ceux qui n'en ont pas, avant d'avoir un enfant, les parents imaginent toujours. C'est-à-dire que tout se passe dans l'invisible avant de se manifester dans le visible. Je vais reprendre mon petit schéma que j'ai fait tout à l'heure avec mon cerveau. Je vais juste le caricaturer. Je vous avais fait 2 triangles comme ça. Et ces 2 triangles représentent vraiment, dans le monde ésotérique, les 2 polarités qui nous constituent. C'est-à-dire le féminin sacré et le masculin sacré, ou encore le yin et le yang. Donc c'est notre partie invisible, féminin sacré, qui reçoit l'information du vide, du champ informationnel qui nous entoure. Quand je dis du vide, du champ informationnel qui nous entoure, c'est le vide, mais également l'information que je prends de vous tous, ou de l'endroit dans lequel je me trouve. Donc on reçoit l'information et ensuite on va la manifester dans la matière ou pas. On va suivre nos idées ou pas, on va s'écouter ou pas. Et quand on s'écoute, c'est très beau ce qui se passe parce que on réunifie on réunifie les 2 pôles et ça nous donne une belle étoile. Ça nous donne un bel équilibre. Quand on apprend à réunifier les 2. Non pas à tuer l'ego, hein, il ne faut pas le tuer. Hein. Vous en avez besoin pour réaliser, pour manifester des choses dans la matière. Voilà. Donc l'hypnose régressive spirituelle, ésotérique je préfère, pour raccourcir, va être un formidable voyage au centre de vous-même qui va vous permettre d'avoir une perception différente, une vue d'ensemble, une vue globale et de pouvoir changer, modifier ce que vous souhaitez modifier. Parce que lors d'une session d'hypnose régressive, vous êtes pleinement acteur, mais vraiment pleinement acteur, donc pleinement conscient de ce qui se passe. Vous entendez tous les sons, vous bougez, vous pouvez même... Il y en a qui font des sessions les yeux ouverts, parce que l'on peut être en transe les yeux ouverts. Il est plus intéressant de fermer les yeux pour être en focus interne, pour ne pas être dérangé par ce qui se passe à l'extérieur, qui pourrait nous faire sortir de la transe. Surtout dans une hypnose régressive, on cherche une certaine profondeur de transe, qui soit intéressante, qui soit exploitable, parce qu'une transe légère, comme quand on fait son passage de sa cuisine, ça ne suffit pas. Donc on va chercher un certain degré d'état de transe, et on va pouvoir l'exploiter. Donc, oui. Juste une question. Est-ce qu'avec une hypnose régressive ésotérique, on peut arriver à rééquilibrer le féminin sacré et le masculin sacré? Moi, j'ai ce sentiment que oui. Au vu de l'expérience que je tiens des personnes. Oui, moi je pense. Au vu des expériences, en fait, des feedbacks que j'ai le sentiment que oui. Parce que les personnes qui ont fait. Alors,
En général, 1 à 2 sessions suffisent. Hein, voilà. Et en général, aussi, toutes les problématiques actuelles ont une seule et même cause, en règle générale. Moi, je fais des sessions d'investigation. Donc, c'est-à-dire que j'utilise une personne qui est tout à fait d'accord, qui rentre en hypnose et qui va aller chercher des informations qui ne la concernent pas, elle, qui concernent certains domaines, comme par exemple les vaccins. Enfin, j'enquête sur différentes choses au début, puisque du coup, je pars du principe, du postulat que nous sommes tous connectés, que nous sommes tous comme en réseau, donc on peut prendre de l'information. Ça veut dire qu'on va visiter les annales akashiques en même temps? Ah, les annales akashiques. Parce que là, c'est son Oui, réseau. oui. C'est ça le principe. C'est ça le principe, effectivement, c'est d'aller faire de l'enquête. Moi, j'enquête essentiellement, mes enquêtes sont essentiellement tournées sur l'entre-deux-vie, sur le système de réincarnation, auquel je ne crois pas du tout, ou plutôt que je pense être un système de contrôle, pour être plus précise. Alors voilà, mon approche à moi, elle va être. Qui a entendu parler de Dolores Cannon? Non. Du Dr Newton. Alors, la plupart des approches en hypnose régressive spirituelle vont apporter des informations sur un certain système de réincarnation de l'âme. Donc, c'est-à-dire qu'après une vie, il y aurait un passage entre deux vies et puis un retour sur Terre et puis un système comme ça où on aurait plusieurs vies de suite. Un système qu'on choisirait. Alors effectivement, on choisit, hein. On choisit, mais moi, mon objectif est de savoir si on choisit par notre propre volonté ou savoir si ce choix n'est pas un petit peu manipulé. Voilà. C'est le but de mes enquêtes, donc je ne vais pas entrer dans le détail dessus, sachant en plus que l'information qui vient, comme je vous l'ai dit, elle est filtrée, plus filtrée, donc elle est à prendre vraiment avec des pincettes. Pour pouvoir dire qu'une information est vraie, il faudrait qu'il y ait énormément de gens qui rentrent en hypnose et qui nous donnent la même information. D'accord ? Donc, faut pas croire ce qui ressort d'une session d'hypnose. Il ne faut pas le prendre au premier degré. Sinon, il y aurait beaucoup d'hypnotiseurs dans les commissariats, par exemple. Parce que ça serait facile d'enquêter sur un meurtre. Oui. Donc, l'information est vraiment filtrée. La personne qui reçoit une information va la traduire avec ses propres filtres. Et ce qu'on va pouvoir trouver aussi dans notre champ énergétique lors d'une session d'hypnose régressive, que je n'ai pas abordé, ce sont les parasites. Ce qu'on appelle les parasites, parasitage. Dans une session, on va pouvoir mettre à jour effectivement des parasites. Alors ces parasites peuvent... Dans ce qui ressort, ces parasites sont soit des défunts, donc des personnes décédées et qui sont parties, enfin qui ne sont pas parties a priori, le corps physique est décédé mais elles sont restées là. Ça peut être des personnes vivantes, mais qui interfèrent par des liens toxiques. Ça peut être toutes sortes de créatures, également, connues ou inconnues. Après, je pense qu'il faut le voir comme des symboles. En tout cas, on pourrait le voir comme des symboles de notre subconscient, parce que notre subconscient va avoir une façon de communiquer avec nous qui doit être accessible pour notre partie consciente. Donc, forcément, elle va utiliser des images ou des mots qui peuvent être reconnus par notre partie consciente. On peut le voir comme des symboles, comme des archétypes. C'est pour ça que qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, peu importe, il n'y a pas de... Ça, c'est très, très personnel. J'ai une question. Est-ce que, avec l'hypnose ésotérique régressive, il paraît-il qu'on a tous un but de vie, un chemin de vie, comme si on s'incarnait pour réaliser une chose en particulier dans notre expérience de vie. Est-ce que, via cette hypnose-là, on peut mettre en lumière ce but-là Bien sûr. Alors, effectivement, il y a beaucoup de gens qui parlent de but, de mission de vie, et cette partie de toi, qui a cette vue d'ensemble de toi, connaît effectivement le chemin que tu dois prendre. Tu vois ce que je veux dire ? Après,
est-ce qu'on a vraiment une mission, un chemin? Ça, c'est en fonction de tout un chacun qui va. Je sais qu'on adopte naturellement certaines positions. Il y en a 3 qui ressortent très souvent, c'est celui du sauveur, celui de la victime, ou celui du bourreau. Donc, quand on se dit avoir un but dans la vie, très souvent on se retrouve dans la position du sauveur, celui qui a quelque chose à faire pour la planète ou pour les animaux. Et comment je vais dire ça? C'est possible, mais peut-être qu'il y a aussi un genre de manipulation derrière. Et c'est ça qu'il est intéressant de voir, si c'est vraiment une volonté, si c'est vraiment un chemin. De ce qui ressort, c'est tout à fait possible. De ce qui ressort des sessions, pour ne pas vous donner moi mes croyances personnelles, de ce qui ressort des sessions d'hypnose régressive, il y a certaines essences qui ne sont pas de la Terre, il y a des essences qui ont des missions particulières, effectivement. Des essences des êtres. Des êtres. Alors, du coup, peut-être je vais donner mon concept de ça. Oui, je vais donner mon concept de ça. Là, j'utilise un mot que c'est vrai que j'utilise facilement, mais si on repart de ces 3 centres principaux là, on parle souvent de l'âme, mais l'âme, c'est très large. En plus, ça a été, je sais pas, j'ai l'impression qu'on l'utilise à tout va, et chacun a son propre concept de l'âme. Du coup, moi, je vais vous donner mon concept à moi. C'est du coup mes croyances personnelles. Mettez bien ce que je dis en parenthèse. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire au début, ne croyez rien de ce que je vous dis. Vraiment, ne prenez que ce qui est juste pour vous. Faites travailler votre facteur critique. Cette partie physique là, qui est notre centre, qui est relié à notre centre vital, dans certains concepts, c'est ce que les gens vont appeler âme. C'est la partie vitale, c'est celle qui anime un corps. Et dans ce concept-là, toute chose a une âme, toute chose qui vit a une âme. Une plante, toute chose qui vit a le principe vital. Moi, j'appelle ça le principe vital, ou le fluide vital. Ensuite, ici, il y a ce qu'on appelle le corps émotionnel, souvent aussi appelé corps astral. Le corps astral, c'est... tout le monde a déjà entendu de l'astral, du voyage astral, de choses comme ça. Donc le corps astral, voilà, c'est celui qui va aller dans le monde astral. Le monde qui, pour moi, est le monde de l'imaginaire. Ce monde où l'on crée toutes sortes de choses, où l'on voit toutes sortes de choses. C'est celui qui nous permet... Enfin, c'est vraiment le monde de l'imaginaire, et dans ce monde-là, vous voyez bien qu'il y a toutes sortes de choses, toutes sortes de créatures. Quand vous regardez un film de science-fiction, vous voyez des créatures, on ne sait pas d'où elles sortent, celles-là, mais elles sont bien sorties de quelque part. Elles sortent de ce plan-là. Et ensuite, on a le corps mental. Moi, c'est cette partie-là que moi j'appelle âme. Celle qui trouve son centre dans notre cœur et celle qui fait le pont entre le corps physique et le corps et l'esprit. Donc pour moi, voilà, ça c'est vraiment, je vous le dis, c'est que mon concept à moi. Pour moi, c'est ce corps-là que j'appelle l'âme. Et là, nous avons le corps mental, ou encore communément appelé esprit. Donc l'esprit crée, l'univers est mental, c'est-à-dire que c'est la projection mentale qui va créer. On va synthétiser la projection mentale à une émotion pour créer un sentiment, et c'est ça en fait qui va créer, c'est le sentiment. Mais ça, c'est que mon concept à moi. Voilà. Il y en a pour qui ça va être l'âme, ce principe vital, il y en a pour qui ça va être ça, il y en a pour qui ça va être ça, l'âme. Donc c'est très... Et quand je parle d'essence, je parle de notre partie subliminale. Et cette essence, en régression, quelle que soit l'essence, en régression, elle peut arriver... Il n'y a pas d'infini, en fait. Enfin, il n'y a pas de fini, il n'y a pas de limite. C'est infini. C'est infini, et on peut voir aussi que souvent, les gens ont tous la même vie antérieure. Vous avez remarqué ça déjà? Il y en a beaucoup qui ont déjà été Cléopâtre, il y en a beaucoup qui ont déjà été Jules César. Enfin, ça ressort souvent les gens quand ils abordent des vies antérieures. Ah, ben moi j'ai déjà été ici, ça. Il faut le prendre vraiment très,
C'est juste de l'information qui vient pour qu'on puisse traiter une problématique actuelle. Je sais que je voulais dire quelque chose par rapport aux révélations et au bien-être, c'est pas très grave. Je regarde juste encore une fois si j'ai... Alors, on dit vie antérieure, on pourrait dire vie simultanée aussi. Hein. C'est... Voilà. Vous pensez qu'il y a plusieurs mois, quand on est devant un choix, on a plusieurs choix possibles. Et on pourrait penser qu'on est plusieurs petits mois. Donc, c'est ça. Enfin, c'est plutôt... Moi, je parlerais plus de vie simultanée d'ailleurs que de vie antérieure, mais ça, c'est... Encore une fois, les mots, les sémantiques qu'on utilise peuvent être différents, mais pour dire la même chose. Vous voyez, en ésotérisme, par exemple, on parlerait d'entités, de démons, d'anges, d'êtres de toutes sortes. Et en psychanalyse, donc en logique rationnelle, on parlera d'alter ego, de personnalité ou d'autres choses. Donc, c'est juste des mots différents qu'on va utiliser pour parler des mêmes choses. Je pense ça. Je pense pas. Mais quand on parlait de vie simultanée, simultanée, ça veut dire en même temps. C'est ça. Ça veut dire en même temps. C'est alors le principe. Lorsqu'on parle de vie antérieure, on pense que c'est passé au niveau d'ordre chronologique. Oui, mais encore une fois, le temps, qu'est-ce que c'est? Oui. Tu vois? Moi, j'en sais rien. Simultané ou passé, vrai ou pas vrai. Personnellement, vraiment, j'en sais rien. Mais ce que je sais, effectivement, c'est que le temps n'est qu'une séquence que mon hémisphère gauche met en place pour analyser des informations qui arrivent. Donc, je traite juste l'information après. Il n'y a vraiment pas de chercher à savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai. Et puis, j'ai envie de dire que c'est vrai que souvent, on est tenté de faire une session régressive pour connaître ses vies antérieures. Mais ça n'a pas beaucoup de sens, à mon sens. Je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce qu'on pourrait toujours revenir. On pourrait toujours revenir plus et plus et plus. Et la formation est sans fin aussi. C'est intéressant d'aller dans une vie antérieure quand le problème nous y amène. Quand le problème qu'il y a à voir nous y amène. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On a une problématique actuelle à traiter. Là, on peut arriver en vie antérieure pour traiter cette problématique. Voilà. Mais venir pour aller en vie antérieure sans qu'il y ait une problématique particulière, c'est juste de la découverte en fait. C'est juste de l'expérience, de l'administration. Pour avoir une expérience ésotérique, j'ai envie de dire hypnotique et ésotérique. Mais... Oui, voilà, exactement, c'est du tourisme temporel. C'est très bien dit. Le tourisme temporel. Oui, c'est intéressant, mais c'est sans fin. C'est sans fin, et puis l'information, elle est vraiment très, très... On passerait des heures et des heures en session, en fait. Voilà. Et tout à l'heure, on parlait de transgénérationnel. Ouais. En fait, comme si on pouvait avoir des bagages lourds à porter de nos parents et de nos parents, et qu'on se porte, et donc ça pourrait nous aider justement à s'en libérer. Ouais. C'est ça. Ça permet de voir les blocages, les nœuds, les programmations limitantes aussi. Puisqu'on va aller voir dans le corps émotionnel, on va ressentir les émotions lourdes à basse fréquence. Quand on parle en énergie, on parle de fréquences. Il y a des fréquences plus lourdes que d'autres, des fréquences qui nous plombent, qui nous gardent la tête sous l'eau. Et il y a des fréquences qui nous mettent la tête dans l'air. Ça veut dire qu'il faut être déjà en capacité d'identifier un problème? Oui, quand même. Il faut arriver à... Effectivement, il faut être en capacité. Souvent, c'est vrai, il y a des gens qui ne voient pas. Bien sûr, il faut déjà déterminer. Les gens qui sont consultés et qui ne savent pas trop en fait qu'ils ont. Quelle est la problématique? Des fois à côté des problèmes. C'est ça qui est difficile en fait. Est-ce que la transe permet d'aller juste à côté, oui. Les problèmes d'angoisse. Oui. Voilà. En fait, lié, on ne sait pas trop à quoi. Et est-ce que ça va permettre d'aller. Effectivement, l'hypnose régressive va permettre ça. En fait, dans l'hypnose régressive,
tel que le protocole qui est proposé là est, il n'y a aucune suggestion, mais vraiment aucune suggestion. C'est-à-dire qu'après l'induction, la seule suggestion qui est donnée, c'est d'aller dans un rêve ou dans un souvenir. Et là, c'est votre esprit qui va aller pointer l'endroit précis qui doit être vu par rapport à ce qui aura été dit de façon consciente. Vous voyez ce que je veux dire? Et pas inconscient. Et pas inconscient. Et pas inconsciente. Mais l'inconscient, il sera traversé directement. On va directement traiter avec la partie subconsciente et supraconsciente. L'inconscient, c'est lui qui fait barrage souvent, en fait. C'est lui qui fait barrage. Et ce barrage est directement passé en état de transe. Donc, quand on arrive et qu'on dit « Ah, moi, je vis de l'angoisse », déjà, on va parler. Donc, je vais poser des questions aussi. Ceux qui vont faire les questions amènent toujours à rechercher une réponse. Parce qu'on sait souvent que quand on a si on va chercher dans ce type de thérapie, c'est parce que justement, on n'arrive pas à cibler. Et souvent, l'inconscient fait blocage et il ne dit pas vraiment où est le problème. On est un petit peu à tourner autour du pot, si je peux me permettre, sans vraiment dire j'ai un problème là. Et c'est difficile d'aller chercher une information quand on ne sait pas la vraie, quand on n'a pas déjà la notion du fait qu'il y a un problème. Du vrai, c'est justement ça qu'il faut savoir faire soi-même. Oui, après voilà, on peut venir me voir en me disant effectivement, il y en a une qui est venue me voir, elle n'arrivait même pas à parler. Donc elle avait noté ses points, heureusement. Du coup, c'est moi, tellement elle n'arrivait pas à parler, en fait, c'est moi qui lui ai donné les points. C'était par rapport à sa relation sentimentale. Une relation sentimentale très compliquée. Mais c'est le fait, vraiment, moi, de poser des questions. Il y a un point qui est là, même si on n'a qu'un, je ne comprends pas ma relation avec un tel. Bon, ben je pose des questions. Depuis combien de temps elle dit ça? Et puis petit à petit, avec les questions, elle va commencer à exprimer certaines choses. De façon inconsciente, elle va les exprimer. Même si c'est par son corps, un stress ou quelque chose, elle va exprimer certaines choses. Et la communication pré-session permet d'établir aussi un contact entre elle et moi, entre nos deux cerveaux, en fait, vraiment qu'il y ait une connexion qui se crée. Et au-delà de cette connexion, c'est vraiment son cerveau à elle, du fait qu'elle ait abordé le thème. Son subconscient va nous montrer directement ce qu'il y a à voir, et ensuite on va détailler, on va aller encore plus chercher, mais en règle générale, le premier souvenir qui remonte est un souvenir lié à la problématique. En règle générale. Vraiment. Et il se peut qu'on arrive avec, je ne sais pas si je me suis fait. Il se peut qu'on arrive, par exemple, dans le cas de cette personne, elle arrive avec une problématique relationnelle amoureuse, mais peut-être que finalement, la vraie problématique n'est pas de là. Bien sûr, oui, bien sûr, ça arrive. Et ça, on va le voir. D'accord, et ça permet de lever. Ah oui. C'est le but. C'est vraiment le but. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens, souvent, ils arrivent et ils ont aussi leur propre hypothèse. Oui. Par exemple, la session d'hier, c'était une session pour des soins physiques, des problèmes physiques, des douleurs aux ovaires, et tout ça. Et elle me dit, bon, d'après moi, c'est lié aux émotions, à chaque fois que je vis une séparation. Donc, on m'apporte aussi des hypothèses. Mais je laisse tout ça de côté, vraiment, parce que c'est ce qui va ressortir de la session qui va être plus important que ce qu'on aura dit là, dans l'information à traiter. Et c'est toujours un seul problème, en fait, ou non, si on a ça peut être beaucoup de problèmes. Toute une enfance difficile, par exemple, tout en problème. Voilà, les paquets. Ça peut être beaucoup de problèmes. Problèmes physiques, problèmes psychologiques, problèmes psychiques. On peut avoir tout le lot, effectivement. Il y en a qui savent être que physique, il y en a qui savent être que psychologique. Oui, mais le but, c'est de chercher une seule cause. Ah non. Oui, voilà. Ce que je veux dire, c'est de chercher la cause. Et en général, quand on a plusieurs problèmes, la cause est la même. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Bon. Par exemple, si on va chercher et qu'on voit que c'est tout un contexte complexe, il n'y a pas qu'une seule chose. Eh bien, on va détailler en général, c'est qu'une seule chose.
Tout est relié. On va parler de... Je vais parler de... Oui, tout est relié parce qu'à un moment T, on aura accepté quelque chose, on aura accepté d'ancrer quelque chose en nous. Une émotion, une croyance, peu importe ce qu'on aura accepté, mais on l'aura accepté. Et à partir de ça, on va développer Des comportements. voilà, des comportements qui vont, à un moment donné, nous poser problème. Mais le panel qu'on va développer va être large, à partir d'un seul point. C'est pour ça que je dis que souvent la cause est unique à plusieurs problèmes différents. Après, quand je dis unique, par exemple, je vais reprendre sur la session d'hier, d'accord, complètement. La session d'hier, donc, elle a fait le premier souvenir dans lequel elle s'est retrouvée. Elle avait 4 ans, elle était dans une cour d'école et elle ne voyait pas d'adultes avec des enfants. Je vous raconte rapidement. En cherchant un peu dans le détail, on comprend qu'en fait, elle est dans un rêve et son corps physique, elle le voit en train de dormir, mais qu'elle est bien dans cet espace, dans une genre d'école. Il y a 3 adultes qui sont là, et 3 adultes avec qui elle n'arrive pas à communiquer, qui la violentent même, puisqu'elle dit avec une violente. On ressort de ce passé, on ressort de cette scène passée, on en cherche une autre, et elle arrive dans une scène où elle a 8 ans, où elle est en train de s'engueuler. Elle m'explique rapidement qu'elle ne se sent pas bien, elle est en train de s'engueuler. On fait des sauts comme ça. On ressort de cette scène. Du coup, c'est le protocole rapidement que je vous donne. Et on va... Donc, le début de la session est en général pour permettre de rentrer dans une transe plus profonde. De rentrer dans la transe, l'état de transe nécessaire. Après l'induction, donc les 5-10 premières minutes vont servir à approfondir. En allant dans des souvenirs et en allant chercher le détail du souvenir. C'est ce qui va permettre de rentrer vraiment plus profondément dans la transe. Une fois que ça c'est fait, on va aller à la cause directement. Donc je vais directement demander à la personne d'aller à la cause ésotérique du problème. Pas juste à la cause simplement, mais à la cause ésotérique du problème. Et à ce moment-là, donc elle s'est retrouvée en 1600, elle était une jeune femme de 39 ans, et elle sentait qu'il y avait un bébé mort. Elle ne voyait pas, c'est petit à petit que l'information arrive aussi. Donc en cherchant, elle comprend qu'effectivement ce bébé est mort depuis 3 ans, qu'il est enterré, mais qu'elle a toujours le souvenir en fait de ce bébé, l'image de ce bébé qui est là et qui hante. Donc comme dans l'ambiance hypnotique, il n'y a pas de limite, absolument pas, puisque quelque part on regarde avec l'œil de notre esprit. Je lui demande du coup de regarder ses ovaires pour voir s'il y a un problème avec ses ovaires. Et elle constate qu'il y a une main qui est restée sur ses ovaires. C'est l'information qui arrive. Il y a une main, et cette main, c'est la main du papa, du bébé qui est mort. Parce que le papa ne voulait pas d'enfant, et du coup, il a voulu se venger. Donc, il a mis cette main-là sur son ovaire. Donc, ça, c'est l'information qui ressort de cette scène-là. Donc, on quitte cette scène-là, on revient au présent, en 2018. On vérifie si les conditions ésotériques du présent sont identiques à celles qu'elle a vues. Et on demande à ce que toutes les entités, tous les êtres, toutes les personnalités ou les alter-ego qui sont là se présentent. Et à ce moment-là, donc, elle voit dans son ambiance hypnotique, elle voit apparaître les 3 adultes qu'elle avait vus au début, elle voit apparaître cette femme qui s'appelait Marie, qui avait eu un bébé, elle voit apparaître le bébé, elle voit apparaître le papa, et elle voit apparaître un autre être qui était lié à ce couple-là, à l'enfant. Donc, on ne sait pas dire si c'est vrai ou si c'est pas vrai, si elle est là, si elle est... Mais l'information est importante, parce que après elle va pouvoir s'alléger, elle. Voilà, communiquer avec ces êtres qui sont là, comprendre pourquoi ils sont là, ou pourquoi elle les crée. Peu importe que ce soit quelque chose qui vient de l'extérieur ou quelque chose que l'on crée. Si la création... si le problème vient d'une création, ce sera par une autre création qu'on va le régler, dans tous les cas. Donc une fois les conditions ésotériques mises à jour, eh bien, il n'y a plus qu'à demander à tous ces êtres de retirer les mains. Il y avait une corde aussi sur ses ovaires, il y avait d'autres choses qu'elle ressentait dans son corps. Voilà, quand on parle en énergétique, on parle de forme-pensée. Quand on envoie une pensée négative à quelqu'un, on dit que cette pensée va se matérialiser dans le
corps mental de la personne et puis influencer, l'affecter même, la piquer ou peu importe. C'est-à-dire que quand, si je suis en colère après vous, vous allez le ressentir. Vous allez le ressentir. Et c'est pareil, si j'ai beaucoup d'affection pour vous, même si on ne se connaît pas, l'affection que j'ai, vous allez le ressentir qu'il y a un truc. Donc ça, c'est vraiment, voilà, on ne sait pas dire ce qui est réel, ce qui n'est pas réel. Et je crois que c'est pas important de chercher à le dire. Si c'est réel pour nous, c'est pas parce que c'est réel pour nous que c'est pas réel pour le voisin, ou, enfin, j'ai pas bien dit ma phrase. C'est pas parce que c'est réel pour nous que c'est réel pour le voisin. Mais peu importe. Peu importe. Donc voilà, cette session s'est terminée par le fait qu'elle a demandé à tous ses aides de récupérer leur appareillage, ce qui leur appartenait, et de sortir de sa sphère énergétique. Tout simplement. De remonter ses fréquences, donc de faire vibrer ses cellules à une émotion qui soit agréable pour elles. Et puis, on ressort de la session. Après, voilà, une session se termine comme ça, en fait. Donc, après une session, on est nettoyé et on est seul maître à bord chez nous, dans notre sphère énergétique. Du coup, le masculin et le féminin peuvent plus facilement commencer à se réunir. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. C'est débloquer, en fait, c'est, pour moi, dans mon concept, pour que le féminin et le masculin se réunissent, il faut qu'on soit alignés. Donc, il faut qu'on soit alignés sur tous les plans, horizontalement et verticalement. C'est-à-dire que notre corps physique, on doit en prendre soin, notre énergie vitale, on doit en prendre soin, on doit manger correctement, avoir des bonnes conditions d'hygiène, quoi. Notre corps émotionnel, on doit rester en équilibre dedans. On ne doit pas être ballotté dans les émotions basses, dans les émotions hautes. Il faut savoir que tout est très mathématique aussi. Hein. Le plus, le moins, il s'attire toujours. On peut, les énergies basses, les énergies hautes, on va mettre un moins, les énergies négatives, on va mettre oui. Et en mathématiques, les deux polarités s'attirent toujours. Si vous vous retrouvez dans des émotions négatives, vous ne pouvez que retourner vers des émotions positives. Par contre, une fois que vous êtes là, vous avez des chances de pouvoir redescendre forcément. Par contre, si vous vous trouvez dans le centre, dans l'équilibre, dans la paix intérieure, si on va dire ça comme ça, la sérénité, vous avez moins de chances d'être ballotté. Non seulement vous avez moins de chances d'être ballotté, mais vous avez plus de chances de sortir du corps astral. Vous avez plus de chances de transcender l'âme, en fait, et puis de passer à un niveau plus esprit, pas intellectuel. Hein. Je vais mettre l'intellectuel de ce côté et l'intelligence de ce côté. C'est-à-dire l'intelligence, ce qu'on sait, comme ça, intuitivement, on sait. Alors que l'intelligence, c'est ce qu'on réfléchit, ce qu'on cherche. Donc, à partir du moment où déjà on arrive à s'équilibrer dans son corps émotionnel, à ne plus être ballotté, on va pouvoir commencer à s'écouter déjà plus, en fait. C'est parce que c'est ça qui est important, c'est d'écouter le principe féminin. Et ça, c'est très simple. Moi, je prends souvent l'exemple des idées très très simples, comme j'ai soif, j'ai envie d'un verre d'eau, j'ai l'idée d'un verre d'eau. Mais qu'est-ce qui fait que je vais me lever pour aller faire mon verre d'eau, ou qu'est-ce qui fait que je vais rester? Ce qui se fait que je vais rester, c'est cette partie-là qui va arriver. D'abord, je termine ça. Je finis ce que j'ai à faire d'abord, après je réponds mon verre d'eau. Ça, c'est vraiment... Et vraiment, quand vous observez, combien de fois vous vous êtes dit « Ah, j'aurais dû m'écouter ». Combien de fois vous le dites ça, « J'aurais dû m'écouter ». Et bien, c'est juste cette partie-là qu'on n'a pas écoutée parce que l'ego, il a pensé que c'est lui qui maîtrisait le truc. Il maîtrise dans le sens où il va créer. Grâce à lui, une fois qu'on a l'idée, une fois que j'ai l'envie et l'idée de me faire un verre d'eau, je vais avoir besoin de mon ego pour me dire « Ah ben bon, allez te faire un verre d'eau, il faut d'abord que tu lèves ton corps. Ensuite, il faut que tu mettes un pied devant l'autre. Ensuite, il faut que tu prennes un verre d'eau et que tu ouvres le robinet, que tu te sers. » Il va séquencer, il va organiser mon action, en fait. Que je puisse créer un verre d'eau pour que le verre d'eau ne reste pas juste une simple idée. Donc, c'est vraiment, effectivement, le but, quelque part, c'est de réunifier les deux. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai des questions là qui ont été notées par les personnes qui ont justement sur la vidéo qui ne pouvaient pas être présentes. Il y en a que vous n'avez pas posées.
Suis-je réceptif à l'hypnose? Alors, du coup, tout le monde... Qui c'est qui pose la question? Ce sont des personnes qui m'ont demandé à recevoir la conférence en vidéo. Du coup, je vais répondre à la question, même si elles ne sont pas présentes. Elles écouteront. Donc, tout le monde connaît cet état de transe. Par contre, tout le monde ne va pas être hypnotisable. Il y a des personnes qui auront une transe beaucoup trop légère pour pouvoir pour pouvoir exploiter cette transe en hypnose. Il y a des personnes qui vont être trop dans le mental, qui vont émettre trop de résistance. C'est-à-dire qu'elles vont être soit dans l'appréhension, ou dans une mauvaise compréhension de ce qu'est l'hypnose, donc dans l'appréhension, elles vont émettre des peurs, des doutes, et elles ne vont pas lâcher prise du coup. Et puis il y a aussi des personnes qui vont être trop dans l'attente. Trop d'attente de l'état hypnotique va faire en sorte qu'on ne rentre pas forcément dans un bon état de transe en tout cas. Donc suis-je hypnotisable? En règle générale, tout le monde est hypnotisable. Après, ce qui se passe, c'est que tout le monde ne va pas pouvoir subir une session d'hypnose régressive ésotérique. Avec ce protocole-là, en tout cas, les enfants n'ont pas accès à ce protocole, parce que jusqu'à un certain âge, le facteur critique n'existe absolument pas, jusqu'à 6-7 ans. Les ados, ils peuvent, oui. Après, moi, personnellement, je ne le fais pas, parce que le corps mental est encore en construction. Quand il s'agit de traiter sur les enfants ou sur des personnes qui n'arrivent pas à entrer en hypnose dû à plusieurs raisons différentes, ou sur les personnes âgées, vraiment âgées, ou sur les personnes qui présentent des troubles, des dispersions mentales. Pas de session directe. Et quand c'est comme ça, on utilise une tierce personne qui va, elle, être induite en hypnose et qui va se connecter de façon télépathique, de façon mentale, à la personne avec son autorisation. Et cette connexion va lui permettre d'accéder à son champ d'information. Et on va pouvoir travailler comme ça avec de l'information qui nous est rapportée. Ce type de session est plus efficace quand la personne qui demande la session n'a pas un bon degré d'hypnose. Il vaut mieux travailler directement avec un opérateur de support qui va faire la session pour la personne concernée. Donc ça, c'est pour les personnes qui ne sont pas hypnotisables, réceptives à l'hypnose. Alors on m'a demandé aussi si on pouvait revivre le passé et ses émotions. C'est-à-dire que si on pouvait revivre tout l'émotionnel lié à une scène, ça peut arriver. Mais ce qui est très pratique, c'est qu'on peut, en état de transe, créer de la dissociation. Donc faire en sorte, en fait, de s'observer, juste être un observateur sans le ressenti émotionnel, sans le ressenti physique. On peut se couper, en fait, de tous les canaux. C'est comme si vraiment, chaque corps est un canal qui va émettre et recevoir. On va émettre des émotions et recevoir des émotions, des pensées et recevoir aussi des pensées d'autres. Et ces canaux, on peut les fermer. On peut les fermer comme on peut les ouvrir. On peut le faire en état de veille. Hein. Quand on connaît les techniques, on le fait. Voilà, beaucoup de gens le font naturellement en état de veille. C'est ce que font, je pense, très souvent les enfants, parce que jusqu'à un certain âge, ils ont accès à toute cette zone, à tout cet imaginaire de façon très naturelle. Et dans cet imaginaire, ils vont pouvoir voir beaucoup de choses, beaucoup de créateurs qui peuvent leur faire peur aussi. Et donc, ils peuvent fermer très facilement le canal. Les canaux. Le canal, oui, les canaux. Combien de temps dure une session? Oui. Il faut compter 2 heures avec la présentation des points. 2 heures. D'accord. Avec la présentation des points et puis ensuite le feedback. Il faut compter 1 à 2 sessions, c'est ça? 1 à 2 sessions au maximum. D'accord. Maximum. Après, ce qui fait qu'une personne va revenir, c'est que souvent elle n'aura pas ciblé un problème avant. Donc on peut, je prends le cas qui m'est arrivé, c'est qu'une personne est venue me voir dans un premier temps pour me dire oui, j'ai des problèmes de rejet avec mes parents, j'ai des problèmes relationnels avec mes parents,
temps, je me sens vraiment rejetée, pas comprise, tout ça. Et ça, c'était sa problématique, donc à la première session. Le temps a passé, et puis elle a vu une session que j'avais réalisée, et elle est revenue vers moi en me disant, mais moi aussi je dors pas bien la nuit. Moi aussi je dors pas bien, et puis parfois quand je suis là en vraiment très, qui me marque, quoi. Donc du coup, elle est revenue avec 2 problématiques. Donc on a fait une session derrière pour ça, et effectivement, à ce moment-là, on a pu voir la cause, mais parce qu'on n'avait pas cherché la cause avant. Tant qu'on ne cherche pas, on ne va pas le voir. C'est-à-dire qu'effectivement, la question c'était, est-ce que si je viens pour voir pour un problème, on va régler tous les problèmes sous-jacents? Non, c'était trouver la bonne. Quand on vient consulter, on n'est peut-être pas objectif à la cause, enfin à la vraie problématique. Alors maintenant, on est sur une problématique un petit peu décentrée par rapport à la réelle problématique. C'est vrai, parce qu'il y a blocage et que du coup, on ne peut pas voir. Donc on ne peut pas voir. Alors là, moi, je fais une suggestion, et peut-être c'est la première que je fais, c'est un session. C'est le problème, c'est les parents. En fait, le vrai problème, c'est pas les parents. C'est vrai. Les cauchemars. Alors là, là, je vous parle effectivement d'une personne qui était venue me voir au tout début. Et du coup, depuis, avant une session, j'envoie un courrier à la personne et je lui suggère comment elle pourrait aborder sa liste de problèmes, en fait. Du coup, effectivement, maintenant, quand on vient me voir, on a 3 colonnes. Dans une colonne, on a les points physiques, les points psychologiques, relationnels, les points psychiques plus profonds, les sentiments de rejet, d'abandon. Donc, la personne va arriver avec ces 3 colonnes. Donc, il y aura des points dans une, pas dans l'autre, ou il y aura les 3 colonnes remplies. Mais ça va lui permettre d'aller chercher ce qu'elle pourrait considérer comme. C'est pas qu'elle considère vraiment comme, mais c'est ce qu'elle voit comme dérangeant. Ah oui, ça, c'est vrai que ça me dérange de temps en temps. Donc elle va le noter, même si elle ne va pas le considérer à ce moment-là comme un vrai problème. Donc peut-être que du coup, ça permet de faire ressortir plus de choses en une session. Parce que là, je me suis rendu compte avec cette histoire-là que je me suis dit, on aurait pu traiter ça en une seule fois, et là, c'était 2 sessions pour rien. Donc c'était pas tellement sa faute, mais plutôt dans ce cas-là. Sinon, là, dans le cas que j'ai eu hier, il va y avoir une autre session. Tout simplement parce qu'une partie d'elle n'était pas prête à tout accepter. Et on avait déjà fait 1h40 de session. Au-delà, c'est beaucoup trop lourd. Ça prend beaucoup d'énergie de faire une session et pour elle et pour l'hypno. Donc, au bout d'1h40, quand je comprends qu'il y a vraiment cette partie-là résiste, eh ben, j'abandonne et je programme une autre session 2 mois ou 3 mois après. Oui, le temps, parce qu'il faut un temps quand même d'intégration, de métabolisation. En fait. On touche à tous nos corps énergétiques, donc on déséquilibre un peu tous nos corps. Il faut ensuite juste le temps de rééquilibrage. Et en général, ça va dépendre des personnes. Il y a des personnes, tout de suite après la session, elles vont ressentir un effet. Elles vont avoir ressenti des mouvements énergétiques ou des choses qui se passent. Et il y en a, ça va être petit à petit. Ça va prendre un peu plus de temps, mais voilà. Donc c'est pour ça que je dis en général, j'attends 2 mois à peu près pour voir déjà comment la personne se sent, qu'est-ce qui a bougé, qu'est-ce qui a changé, et où est-ce qu'il faut encore aller. Et comment on peut être, par exemple sur l'hypnose de revue, on peut être réceptif, etc. Et puis des fois sur de la régression, sur de l'hypnose, on peut des fois avoir un petit peu de mal à lâcher prise ou aller visualiser quelque chose. L'information, on ne la voit pas très bien, on a du mal à. C'est un peu vague. Parce que le problème, c'est qu'on se concentre sur la visualisation. On fait un focus sur le fait de devoir voir. Alors qu'il n'est absolument pas nécessaire de voir. Il y a des sessions qui se passent dans le noir. Enfin, la personne, elle me dit je suis dans le noir au début de la session, et à la fin de la session, elle est toujours dans le noir. Mais elle est dans le noir, mais elle va pouvoir affiner les autres sens. Donc, le ressenti. Parce qu'on peut être dans le noir et avoir l'information qui vient, ça c'est vraiment pas un problème. Par contre, si on a focalisé dessus, effectivement, ça va être un problème. Ça va vraiment être un problème. Parce que
quelque part, tout le monde imagine. Si je vous dis pensez à une pomme rouge, je pense que tout le monde peut avoir. Tout le monde ne va pas visualiser la pomme, mais tout le monde va avoir le concept de la pomme qui s'affiche, d'une manière ou d'une autre. Et même si je vous dis ne pensez pas à une pomme rouge, vous allez quoi visualiser. Mais c'est bizarre si elle est dans le noir. C'est quoi quelle information elle a alors? C'est quoi qui remonte? Et les sensations? Je suis dans le noir. Tu me dis par exemple, tu es dans le noir. Ouais. Ok, bien. Tu es en extérieur. Tu ressens que tu es en intérieur ou que tu es en extérieur. Ouais, tu vas me dire que j'ai l'impression d'être en intérieur ou en extérieur. Ouais. Et tu as l'impression qu'il fait jour ou qu'il fait nuit. Ouais. Et petit à petit, on va aller développer le ressenti en fait. Petit à petit. Et je vais continuer avec les questions là si vous n'en avez pas d'autres. Est-ce que tout le monde peut devenir hypnotiseur? Il n'y a pas de raison. Tout s'apprend. Ça s'apprend. Tout s'apprend. Vraiment. Ça, c'est... L'hypnose, c'est le fait d'induire quelqu'un en état de transe. Donc, c'est le fait d'utiliser des techniques pour amener quelqu'un dans un état naturel qu'il connaît déjà. Une technique, bon, vraiment, oui, tout le monde peut apprendre. D'ailleurs, il y a beaucoup de formations en auto-hypnose. Non, c'est pas inné. Il y en a pour qui c'est quelque chose de très naturel. C'est pas inné, non. C'est quelque chose qu'on va comprendre différemment, peut-être, que les autres. Et du coup, on va aborder ça d'une certaine manière. Mais vraiment, je pense que tout ça. Est-ce qu'on est obligé de l'apprendre, justement? Est-ce que ça ne peut pas venir inconsciemment ou comme l'auto-hypnose? Parce que vous parlez d'état de transe. Encore une fois, ce sont que des mots et tout le monde le fait déjà. Voilà, parce que l'état de transe peut être minime comme très grand. Bien sûr. On dessine, par exemple. Quand on dessine, on rentre dans un état de transe. On ne sait plus où on est, il n'y a plus de temps qui... Exactement. Et cet état de transe, arrivé à un moment, s'arrête. Ouais. Je ne sais pas, par la fatigue ou autre. Ouais. Pour la connexion des trois corps, c'est pareil. Moi, je pense qu'on peut s'auto-hypnotiser pour que ces trois corps se rassemblent et plus fort. C'est vrai et ça, c'est pour moi beaucoup plus long. Et cet état-là fatigue énormément aussi. Il fatigue parce qu'on n'a pas l'habitude, parce qu'on est en train de l'apprendre, de l'intégrer. C'est pour ça que ça me fatigue. Mais si tous les jours vous essayez un petit peu, vous mettez un état, bien sûr, au bout d'un moment, ça devient c'est ancré. Voilà, il y a ce moment on apprend, mais on apprend par soi-même. Oui, ça on a peut-être pas besoin d'avoir quelqu'un. Moi, je suis entièrement d'accord avec, c'est ma croyance que je vais donner, je suis entièrement d'accord avec le principe qu'on n'a pas besoin de quelqu'un pour apprendre. D'ailleurs, je dirais que personne ne nous apprend jamais rien. Quand vous regardez les enfants, personne ne leur apprend à marcher. Personne ne leur apprend à faire quoi que ce soit. On leur apporte des informations et ils traitent l'information en fonction. Quand on leur demande d'apprendre ses leçons et qu'il ne veut pas, ça ne dépend pas de nous en fait ce qu'il va apprendre. Vous voyez, et personne n'apprend rien à personne. On apprend soi-même toujours. Et quand je vous ai dit à un moment donné, et surtout parce que je vous dis, je le pense pour tout en fait. C'est gentil, tu m'as sorti un livre tout à l'heure, mais ça, ce sont des choses qu'on apprend en PNL notamment, en hypnose aussi, mais ça fait partie des techniques de manipulation par ce qu'on appelle la figure d'autorité, la référence. J'aurais pu démarrer en donnant plein de figures, de noms de figures d'autorité, vous dire qu'un tel dit ça, un tel dit ça, et quelque part, je manipule votre... vous crédibilisez votre... Oui, voilà, je vous manipule dans le sens où je fais passer l'information directement derrière le facteur critique en vous donnant une figure d'autorité. Puisque un tel l'a dit, c'est bon, c'est vrai, je valide. Et ça, on le voit partout, on valide tout. On valide ce qui nous est dit aux informations. Ah, mais ça a été dit à la télé. Ah, bah c'est bon, c'est vrai. On valide vraiment toute l'information qu'on nous donne. On valide toute l'information que nos parents nous donnent jusqu'à 7 ans. Il n'y a pas de facteur critique. On va continuer à valider aussi après. Donc, on n'a absolument besoin de personne pour apprendre quoi que ce soit. L'hypnose ou quoi que ce soit d'autre, d'ailleurs. Einstein, je ne suis pas sûre qu'il soit allé apprendre tout ce qu'il nous a apporté. Oui, ça vient de lui. Et je pense que chacun de nous a quelque chose même à apporter. Chacun de nous,
On a des méthodes qui nous sont proposées, on a des choses qui sont là, bien installées, bien posées, qui nous sont proposées, mais on n'est pas obligé de les reprendre conformes à ce qu'elles sont. On peut les regarder et apporter notre touche personnelle, notre connaissance propre, en fait, par ce qu'on aura compris. Mais au-delà de l'apprentissage, ce qu'on aura compris par notre partie subliminale, dans la vue d'ensemble qu'on a des choses, le ressenti, quoi, en fait. Mais là, encore une fois, c'est chacun va faire en fonction de ce qu'il est et ce qu'il a besoin. Il y a des gens qui ne sont pas du tout autodidactes et il y a des gens qui sont très autodidactes. Il n'y a pas de choses mieux que d'autres choses, il y a juste ce qui nous convient. Moi, je sais que je suis très autodidacte, donc j'ai très peu de formation en hypnose régressive ésotérique. Je ne sais pas si vous allez vraiment croire tout ce que je viens de vous dire. Mais non, moi j'aime bien ce qui est autodidacte. J'aime bien quand on apporte notre propre savoir-faire, en fait. Et je crois qu'on en a tous un, en fait. Mais comme on ne s'écoute pas, on a du mal à l'apporter dans la matière, c'est sûr. Du coup, sans pause, peut-on rester bloqué en état d'hypnose? Est-ce que vous avez une idée? Ah, non. On ne peut pas rester bloqué, absolument impossible. Bien qu'il existe des états d'hypnose qui soient très 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 profonds, l'état somnambulique est un état d'hypnose très très profond. Et il est arrivé, en hypnose de spectacle notamment, que certaines personnes restent des heures et des heures sans pouvoir revenir. C'est ce que j'allais dire en fait, parce que un jour, je m'excuse, vas-y. mais lorsque j'étais encore lycéen, il y a un mec, un charlatan qui est venu nous faire de l'hypnose de rue en fait, et on a été un large groupe à être réceptif, donc celui qui était le plus réceptif, il a fait des choses totalement horribles. Il a fait passer en pleurs, à rire, à pleurer, à rire, à lui donner son téléphone, son iPhone, le poser, à lui dire maintenant t'as des clous dans les pieds, tu peux plus le prendre, et il l'a fait passer par tous les états. Et donc, c'est un imbécile qui a découvert ces méthodes et qui les utilisait parfaitement bien, et pour faire des choses très malsaines avec. Et donc il y avait les CPE, je me souviens, ça m'a marqué, les surveillants qui sont sortis, et donc nous on était sortis de l'état d'hypnose parce qu'il s'est acharné sur celui qui était le plus réceptif. Et en fin de compte, il s'est barré en courant quand les autorités sont allées récupérer ce mec-là. Mais lui, il est resté dans l'état d'hypnose. Toute la journée, il a été mal, et je me souviens, le lendemain, on ne le reconnaissait plus, quoi. Et vraiment, c'était plus. Enfin, ça a mis vraiment 1 ou 2 jours à retrouver la personne qu'on avait, parce qu'il n'a pas été déconnecté et qu'il était totalement dedans. Les risques de l'hypnose de rue. L'hypnose, quand on est en transe, on ouvre une porte. On le fait très naturellement. Et à ce moment-là, on est en contact, on a l'intuition, on peut avoir des prises de conscience, on peut avoir aussi des mémoires qui remontent, un souvenir qui remonte, une sensation qui remonte, peu importe. Dans l'hypnose de rue aussi, on va ouvrir la porte d'une certaine manière, et après on laisse la personne comme ça, on ne sait pas trop ce qui va ressurgir. Ça peut être des informations que la personne est vraiment pas prête à traiter, parce qu'elle n'a rien demandé, tout simplement. Et après, bon, moi je ne veux pas trop parler de l'hypnose de rue, parce que je ne suis pas du tout attirée par ce style d'hypnose, vraiment. Même l'hypnose ericksonienne, je ne suis pas du tout attirée. Pour moi, le simple fait qu'on suggère des choses à une personne, c'est déjà quelque part y mettre nos croyances. C'est déjà manipuler avec nos croyances que la personne. Après, chacun est libre dans son approche, mais moi j'ai du mal avec l'hypnose de rue. Et l'hypnose que vous pratiquez, vous, c'est la moins populaire au final? Oui, elle arrive. Elle arrive. Après, elle arrive parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. C'est humaniste, c'est ça? Elle est issue du courant humaniste. Elle est juste issue du courant humaniste. On va dire qu'il y a 2 grandes bases, et puis de là, il y a plusieurs types d'hypnose qui ont découlé. On ne peut pas dire que ce soit l'hypnose humaniste non plus. Non. Mais c'est le principe d'aller dans cette zone-là et non de descendre dans nos profondeurs, dans nos automatismes, des choses comme ça. Quelle différence avec une régression classique? Une régression. Quand on
fait de régression, on n'en arrive pas, on pareil, Aucune, c'est pareil. c'est pareil. C'est juste l'espace, le temps, l'information liée à l'espace-temps qui va changer. C'est-à-dire, Et ben, on peut faire une régression dans un souvenir d'il y a un mois, dans un souvenir d'il y a 10 ans, 20 ans, 100 ans. Voilà, c'est pareil. C'est vraiment ça. Enfin, si on peut faire une régression thérapeutique aussi. Oui. Après, le but est thérapeutique. Hein. Enfin, pas toujours, oui, il y en a qui viennent pour la découverte, le voyage, mais. Oui, le tourisme. mais. Non, mais des fois, on peut basculer en régression sans le vouloir. D'un soin. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais, on peut. Après, sans avoir demandé, hein, on peut revivre des choses à travers. La régression, c'est simplement le fait de et cet état de transe, comme vous dites, elle peut passer par un massage, par quelque chose, et puis qui amène à la transe. Ah oui, et qui amène à la régression sans avoir souhaité. Enfin, oui. Voilà. Après, il va falloir pouvoir détecter que c'est une régression. Oui, enfin, là, des fois, certaines personnes savent que leur massage m'aide. Exactement. Il y a ceux qui vont le savoir, il y a ceux pour qui ça va être une surprise. Enfin, je pense que même lors d'un massage, on n'arrive pas à une transe sans que ce On soit va être guidé un petit peu. Après, voilà, ce que j'allais dire, c'est que ça va être très bref, en fait. Ça va être, cet état-là ne va pas durer très longtemps. Alors que lors d'une session, vous êtes guidé. Donc, vous restez dans cet état-là. Il arrive que pendant une session, la personne ressorte un peu de son état de transe, parce qu'elle commence à analyser, par exemple, les détails. Mais c'est pas possible, ce que je vois, c'est bizarre. Donc, elle commence à analyser, et là, elle va ressortir de cet état de transe. Donc, on va la ramener tranquillement. Mais c'est le fait qu'on soit à deux, qu'on soit en interaction. Sinon, vous vous endormissez. Sinon, c'est vraiment l'interaction qui vous permet d'aller voir. Parce que, ou une régression spontanée comme ça, on en fait, effectivement, on peut en faire. On en fait, je pense, très régulièrement, et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce souvenir, ou qu'est-ce que c'est que ça, ou, enfin, on se pose des questions parce que le subconscient nous a parlé, qu'on n'a pas capté, on ne sait pas décoder, en fait. On sait pas décoder. Et puis on ne peut pas parce qu'il faudrait faire de la dissociation, il faudrait se dissocier pour pouvoir voir la scène et en même temps être acteur et en même temps être observateur. Donc quand on est tout seul, c'est très difficile. Quand on est avec la thérapeute qui voit la régression qui se fait. Oui, puis il y a l'analyse aussi. C'est ça. Et là, du coup, ça va être en fonction du protocole du thérapeute. Ça va être vraiment en fonction du protocole. Peut-on être manipulé sous hypnose? Dans cette question. C'est vrai? Oui, il nous a fait l'exemple. Au début, est-ce qu'on peut être manipulé? Tu as posé la question tout à l'heure? Mais non, mais il vient de parler de son exemple. Il avait vu au début de la conférence. Ah, eh bien oui. Ah ben oui, non. Ah oui, vous pouvez être manipulé sous hypnose, bien évidemment. Mais vous pouvez être manipulé et vous êtes manipulé même sans être sous hypnose. Mais est-ce qu'on peut manipuler l'hypnosateur? Parce que nos souvenirs sont lucrés, on peut faire un faux truc, quoi. Tout le monde manipule et tout le monde est manipulable. Ouais, c'est à la télé déjà. Mais, oui, enfin, sans parler d'hypnose, vraiment, sans parler d'hypnose, tout le monde est manipulable et tout le monde manipule. On manipule nos enfants. D'accord? Si tu fais pas ça, tu n'auras pas ça, et puis tu fais ça comme ça, et sois gentil. Enfin, il y a toujours une histoire de manipulation. Et la manipulation prend un peu de temps à s'ancrer aussi. On manipule notre conjoint aussi, ou nos amis. Quand on a besoin de quelque chose, on se demande comment on va lui dire, comment on veut que la suggestion passe. Et comme je vous disais, tout est suggestible. Donc même une salle, quand vous allez arriver dans une salle de conférence, si j'avais mis de l'encens ou des odeurs qui vous rappellent un souvenir ou une émotion agréable, j'aurais pu vous mettre dans de bonnes conditions. Les vêtements sont suggestifs, enfin tout est suggestif vraiment. Quand on le sait, on peut utiliser tout ce qui nous entoure pour manipuler l'autre. Après, on manipule pas consciemment. Certaines personnes le font consciemment, tout à fait consciemment, certaines personnes sont très douées pour ça. C'est ce qu'on appelle les narcissiques, les pervers narcissiques, qui sont très très dans la manipulation. Donc tout le monde manipule et tout le monde est manipulable. Maintenant,
La vraie question est de savoir si on peut faire faire des choses qu'on n'a pas envie de faire sous hypnose. Et ça ne peut pas arriver lors d'une session d'hypnose de rue. Si cette personne a fait tout ce qui lui a été suggéré, c'est que ça ne touchait pas à ses valeurs profondes. Voilà. En hypnose de rue ou en thérapie rêve, on ne va pas pouvoir toucher aux valeurs profondes d'une personne ou à son identité même. Ça va pouvoir se faire sur du long terme, c'est-à-dire en séminaire par exemple, un séminaire de plusieurs jours. Là, on va pouvoir être manipulable. Oui, voilà. Parce que déjà, pendant toute la journée, on va être en transe, sans s'en rendre compte, on va être en transe vraiment quasi permanente. On va ressortir de là, souvent il y a très peu d'heures de sommeil. Or, c'est pendant la nuit que notre SAS, notre facteur critique, c'est là qui se vide en fait, c'est là qui balance les informations. Et si on a très peu d'heures de sommeil, ce SAS reste plein, et le lendemain, toute l'information qu'on va nous donner va passer facilement. Et voilà, c'est plutôt dans des contextes sur la durée qu'on peut subir une vraie manipulation dans nos valeurs, j'entends dans nos valeurs, dans notre identité. Ça arrive, hein. Ça arrive bien sûr. Non. Mais bon, souvenez-vous aussi que tout le monde est manipulé. Donc c'est pas... Ça reste un outil, c'est ça en fait, cet outil. Exactement. Voilà. C'est comme un couteau. Je peux soit te trancher le ventre, soit faire un super plat avec mon couteau. Non mais ça reste un outil. Ça reste un outil et tout va dépendre de comment on va l'utiliser. Comment on va utiliser cet outil. Bon, mais c'est vrai, c'est comme tout, on peut tout voir de façon positive, négative ou neutre. Tout à fait neutre. Donc, en combien de séances c'est bon? Alors, on m'a dit, parce que moi, dans le protocole que j'utilise, je travaille beaucoup avec des gens qui sont loin aussi, et du coup, je travaille essentiellement par Skype. Donc, les sessions se passent via Skype. La personne est chez elle, dans son confort, ce qui permet de contourner beaucoup plus facilement le facteur critique, puisqu'on est déjà à l'aise chez soi. Et donc, la question, c'est comment ça, des sessions par Skype? Et ce que je vais dire, c'est qu'on travaille dans la communication, en fait. C'est un échange qu'il y a entre la personne qui est en hypnose et moi. Il n'y a aucun contact physique, il n'y a pas de manipulation à faire sur le corps. La personne est dans sa transe, dans sa perception, et moi je suis là en tant que guide. Donc par Skype, ça marche très très bien. C'est comme une méditation guidée. Exactement. Voilà, exactement. Par téléphone aussi. Par téléphone, non, parce que j'ai besoin de voir la personne, parce que son corps me parle. Son corps m'indique quand elle est en état d'hypnose, de transe ou pas, quel est le degré de transe également. Donc par téléphone, non, je ne fais pas de... mais par visio. Donc peut-on oublier ou retrouver un souvenir? Je crois que je vais parler ça. L'hypnotiseur rentre-t-il dans ma tête? Non, cette question, absolument pas. D'ailleurs, l'hypnotiseur ne vous met pas en hypnose. Vous rentrez vous-même en hypnose. Personne ne vous met en hypnose en réalité. C'est vous-même qui le faites. Moi, je vous suggère quelque chose, j'induis quelque chose, par exemple. Je vais compter de 10 à 20 pendant ce temps de vous relaxer, tranquillement, le corps se détend. Je suggère quelque chose, mais vous mettez en état d'hypnose. Donc si vous n'avez pas envie, parce qu'il y a des résistances ou quoi que ce soit, et ben, ça ne marche pas. Et je ne rentre pas, l'hypnotiseur, aucune personne ne peut rentrer dans la tête d'autres personnes d'ailleurs. Personne ne peut le faire. Ni même un médium. Un médium ne peut pas aller rentrer dans la tête d'une personne comme ça, c'est pas possible. Vous entendez quoi par un médium qui peut rentrer dans la tête d'une personne? J'entends par là qu'un médium qui se trouve là-bas, je ne sais pas où, il ne peut pas se dire tiens, je vais rentrer dans ta tête aujourd'hui. En fait, il peut le faire si tu lui donnes l'autorisation de le faire. C'est-à-dire que c'est plus une communication télépathique, c'est plus une fréquence. Bien sûr, se connecter. Oui, on parle de communication télépathique. Quand je parle de rentrer dans la tête de quelqu'un, c'est vraiment de la télépathie qu'il s'agit. Il t'est jamais arrivé d'avoir des pensées que tu as l'impression que ce ne sont pas tes pensées?
Si, mais c'est pas pour ça. En fait, je soulevais cet exemple pour ma personne. En fait, je vais me prendre comme un parent spirituel, une maman de cœur, qui est médium. Sans même lui parler, elle m'a souvent senti ce que j'allais lui dire. Mais sans même lui demander. Donc c'est comme si vraiment elle était dans ma tête, en fait. Ça, c'est encore autre chose. Parce que ça peut être considéré comme autre chose. Parce que c'est même plus loin de la télépathie. C'est à m'appeler, ça va pas, mais t'en fais pas, mais j'ai encore rien dit, quoi. C'est du ressenti, bien sûr. Alors, le ressenti, ce qui se passe avec le ressenti, c'est que, enfin, moi, c'est ma façon de voir les choses. C'est que c'est notre partie subliminale qui, elle, est connectée avec le tout, avec tout le champ informationnel qui nous entoure, se connecte à la partie subliminale de ta maman. Et les informations, les champs d'information est très subliminal, en fait. Le côté subliminal des choses. Vous savez, les messages subliminaux, on en a à longueur de temps. Voilà, on en a vraiment à longueur de temps. Et le message subliminal s'inscrit dans cette partie-là, au-dessus. C'est de la communication directe télépathique, en fait. Et c'est comme ça, pour moi, c'est comme ça que quand on ressent les choses, c'est parce qu'on a eu l'information qui est rentrée, et ensuite, soit on écoute l'information déjà, soit on n'écoute pas. Donc, ta maman, déjà, elle sait s'écouter, elle sait reconnaître les informations qui viennent de l'extérieur d'elle. Parce que l'information pourrait venir d'elle. Par exemple, moi, j'ai ce genre de ressenti aussi. Je suis capable de ressentir une douleur dans le dos qui n'est pas la mienne, qui va être celle de la personne qui est à côté de moi, par exemple. Donc, c'est du ressenti. Le ressenti, il peut être clairaudient, clairvoyant, kinesthésique, olfactif. C'est vraiment, voilà, c'est en fonction du ressenti qu'on va avoir, on va traiter l'information, on va décoder l'information. Donc, si elle est capable de faire ça, c'est que déjà elle est capable de s'écouter. Ensuite, elle est capable de reconnaître ce qui vient d'elle et ce qui vient de l'extérieur d'elle. Mais elle ne pourra pas rentrer dans ta tête sans que toi tu le veuilles, dans le sens où elle ne pourra pas te donner une programmation, j'allais dire, te donner un message. Par exemple, je vais prendre un exemple tout simple. Cette personne te dit il faut que tu sois, pour prendre les histoires d'émission, il faut que tu aies le monde animal. D'accord ? Il faut que tu aies le monde animal, et en retour, tu vas avoir ta conscience qui va évoluer. D'accord ? C'est souvent le truc. Hein. On aide pour avoir en retour un peu plus de conscience, d'émotion, des choses comme ça. Donc, tu aides cette partie animale, et en échange, ta conscience va évoluer. Là, elle peut rentrer dans ta tête si toi, tu donnes ton accord à ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ouais. Si toi, tu dis, ok, j'aime le monde animal et ma conscience va sauver, tu fais de son message une croyance propre que tu vas intégrer et tu vas faire ce qu'on t'a demandé de faire. En pensant plus que c'est bon pour toi, en pensant que c'est juste. C'est un message assez gentil. Mais ça pourrait être un autre message. Tu vois, par exemple, fais ça, sinon il arrivera des misères à tes parents, à ta famille. Pas de la même personne, hein. Ça peut être ce type de message qui arrive. Et soit tu l'acceptes, soit tu ne l'acceptes pas. Soit tu acceptes le message, soit tu ne l'acceptes pas. Ça arrive dans toutes les situations, dans tous les domaines, dans tous les états aussi. Mais on ne rentre pas dans notre tête si nous, on ne lui dit pas ok. Ok. Voilà. Ouais, j'ai dit ok. Non. Non. Vous connaissez les accords Toltec ? Oui. Ben voilà, c'est exactement le principe des accords Toltec. Pas de présupposition et puis pas de... Ouais, c'est toujours à nous qu'on doit donner notre accord. Voilà. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous ai retenu parce que je lève ma tête et je vois qu'il est 9h30. Moi, j'ai une dernière question. Comment est-ce que vous mettez en place du coup le genre de tarification par rapport à ce genre de séance? Mon tarif, il est de 70 €. D'accord. Pour une session qui va durer 1h30, 2 heures avec une fois.
et de 120 € quand on fait appel à un opérateur de support. C'est-à-dire que là, pour le compte des 3 en session, il y a moi, l'opérateur de support et vous. D'accord. Il y a une tarification qui est à moi et une qui correspond à l'opérateur de support. Voilà. Et avant de choisir de faire une session d'hypnose, on va faire un test d'induction. Voilà. Enfin, vous réalisez un test d'induction hypnotique pour voir quel est le degré de susceptibilité hypnotique, pour voir s'il est exploitable. Ces tests, on fait en début de séance? Ce test, vous le faites avant de réserver la session. Pour savoir quel type de session vous réservez. Après, au niveau de l'opérateur de support, le tarif est de 120 € si on fait appel à une de mes collaboratrices. Mais il faut savoir que n'importe qui peut rentrer en hypnose pour une autre personne. Donc, si tu n'arrives pas à rentrer en hypnose, ça peut être une autre personne de ton entourage qui accepte, il faut que la personne soit d'accord, bien sûr, qui accepte de rentrer en hypnose pour toi, dans quel cas le tarif est le même, puisqu'on ne fait pas appel à la collaboratrice. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions? J'ai ramené des cartes. Vous exercez ici? Non, j'exerce pas ici. J'exerce. Alors, soit je me déplace au domicile des gens, si vraiment les gens ont trop peur de faire une session par Skype. Sinon, les sessions se font via Skype. Et sinon, vous avez un cabinet? Non, je n'ai pas de cabinet. Donc, c'est toujours par Skype? Toujours. Ah, c'est toujours par Skype. Oui. Mais vous êtes à Toulouse, la région toulousaine? Je suis à Toulouse, oui. Donc, les gens de la région toulousaine peuvent avoir accès à une session à leur domicile. Et ça, il y a un coût supplémentaire? Non, tout dépend de vos habitants. Tout dépend du nombre de kilomètres qu'il y a à faire. Voilà. Mais sinon, en général, il se faut essentiellement la Skype. Oui, donc si on a le quartier, par exemple, c'est tout à fait possible. Oui, bien sûr, bien sûr. Et je voulais, je ne sais pas si ça vous tente, mais j'avais envie de relouer cette salle pour faire une session d'hypnose en direct, s'il y a quelqu'un, si je trouve quelqu'un qui a envie de faire une session en public-privé. Voilà. Mais de ce type. public restreint. En public-privé restreint, oui, dans la salle. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va entrer en session, en hypnose, pour vivre une session régressive. Et voilà, et vous regardez comment ça se passe. Je raconte son nom en même temps. Normalement, c'est un vrai film d'action, un vrai film d'aventure. Ça ne me dérangerait pas. Ça me dérangerait pas. Mon petit passage d'automiste. Toi, ça ne te dérangerait pas de quoi de vivre la session? Oui. D'accord. Je suis pas contente aussi, mais comme j'ai déjà fait des d'accord. C'est pas quoi, là, c'est pas la visite touristique. D'accord. Ouais. Bon, écoutez. Je vais prendre. Est-ce que. Ouais, c'est ça, en fait. Est-ce que j'ai mon contact? Vous allez me le laisser? Et puis je vais. Je suis un psychopathe. Ah bon? Oui. Ah bon? On ne peut pas le dire. Non, sinon c'est vite. Pour ceux qui ont envie d'assister à une session, mettez-moi vos contacts, comme ça je vous donne la date, je vous envoie l'information concernant la date de la prochaine. Et pour ce soir, j'avais envie pour ceux qui en ont envie, vous pouvez me mettre vos noms sur un petit papier qu'on va tirer au sort pour savoir qui aura une session offerte. Donc voilà, pour vous remercier d'être venu m'écouter. Il faut avoir envie, en fait. Bien sûr. Ah oui, c'était pas motivé. Alors, combien de papiers je prépare? Combien de noms à inscrire? On mettait juste le mien. Le mien, 10 fois, c'est là. Allez. Pardon, c'est pas ça. Pour le tirage au sort. Il faudra prendre le stylo. Ben oui, j'aurais dû prendre un château. Ah ouais, Si tu veux. Si tu veux.
voulez faire effectuer le tirage au sort? Allez. Ah ben non, c'est